Ouais, Coucou tout là le monde. normalement vous m'entendez. Oh, il y a un écho. Coucou tout le monde, vous Attendez. m'entendez. Oh, il y a un écho. Là, je pense que c'est bon. Je vais vous casser les oreilles. Désolée. Du coup, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, comme d'hab, on fait les vérifications ensemble. Au bout de la 6e fois, on arrêtera de faire ça. Hein, on pourra commencer, mais je suis un peu stressée, moi. Donc, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est ok? Tout est carré? Salam alaikum Ajar, salam Yassou, salam Nisrine. Je revois des petits noms que je connais, c'est cool. Vous allez bien? Est-ce que vous avez passé un bon lundi? Un bon début de semaine? Votre dimanche s'est bien passé? On ne s'est pas parlé depuis samedi soir, je crois. Est-ce que vous avez réussi à bien dormir? Ou pas? Tout va bien et toi? Tout est nickel. Et bah tant mieux, Dieu merci. Moi aussi ça va, franchement un lundi tout doux. J'avais un coup de barre vers midi. Mais bon, c'est passé. C'est passé, j'ai fait une petite pause, j'ai regardé la série que je regarde là, sur l'avocate femme, première femme avocate à Turin, en Italie. Salam alaikum Jas, wa alaikum salam. Tu étais où hier? J'ai cru que j'avais raté. Yeah, vous m'avez bombardé DM. Tu stream pas et tout? Non, hier j'étais trop dans le jus. Plus j'avais mal au ventre, la vérité. Je vais pas faire semblant. J'avais trop mal au ventre. Et j'allais venir devant vous, j'allais être comme ça et tout. Oh là là. Donc je me suis dit, vaut mieux on reporte à lundi soir, comme ça au moins ça va. Et du coup, bon bah top. Alors attendez, je vais faire un truc et on commence en sachant que on l'avait dit, on veut parler de Dubaï. Alors, j'enlève juste ça parce que j'ai des notifs et après ça va me stresser. Alors, je sais pas si on commence, mais ouais, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon si tout va bien de votre côté, et ben c'est top. Je pense qu'au niveau du son, on est bon. Je pense que vous m'entendez bien. Bon, moi, ça fait un moment. Ça fait vraiment des, des mois et des mois. Parce que maintenant, moi, je suis revenue de Dubaï. C'était quand? En septembre 2021. Donc, un an et demi, je pense. Depuis que je suis rentrée, on fait que de me demander vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps pourquoi je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai pensé de Dubaï, plein de choses, etc. Je prends tous les commentaires et les questions. Alors, Jasmine, salam alaikum, ton pull, c'est la marque Confi, c'est bien ça, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Il est où le Confi? Je le vois pas. Il est plus bas. Ouais, il est là. Moi, j'ai pris du S parce que le pull, il est oversize de ouf. Donc, pour moi, si t'hésites entre S et M, tu prends du S en haut, c'est sûr. Et après, en bas, ça dépend. Ça dépend. Donc, du coup, n'hésitez pas pendant que je débite à me poser toutes les questions que vous voulez. Si je les prends pas pendant que je parle, je les prends à la fin parce que là ça va être vraiment le talk Dubaï expatriation, etc. Donc je sais que ça intéresse beaucoup de monde, donc hésitez surtout pas. Surtout pas, comme ça on fait le tour de la question et on n'oublie rien et tout. Et les gens qui vont regarder en replay, et ben ça va trop leur faciliter en fait parce qu'ils auront toutes les questions. Voilà, donc vous posez toutes les questions, même si vous en avez pas, vous posez. Comme ça, les autres ils diront ah ouais, ils ont pensé à tout. MSR Bass, c'est un alaikum, alaikum salam, t'es partie à Dubaï pour quelle raison? Alors j'y suis partie pour le travail. Ça c'est on va dire plutôt c'est le comment je suis partie là-bas, c'est pour le travail, et le pourquoi c'est parce que j'étais tombée amoureuse de Dubaï pendant mes vacances à Dubaï. Et j'avais kiffé. Et moi, je suis une personne qui veut parcourir le bout du monde, habiter dans 1 million de pays. Donc, je me suis dit que c'était une bonne première expérience, étant donné toutes les qualités de Dubaï que je vais vous citer. Tu fais quoi comme travail, Ritka? Salut. Alors, moi, je suis chef de projet IT. Donc, globalement, je gère des projets de transformation informatique, digitale, etc. dans des entreprises ou pour des clients, donc en tant que consultant externe. Globalement, on va dire ça. Ouais, comme c'est le Serenity, ça va et toi? Trop contente de te voir là.
Donc du coup je disais, voilà, moi on me demande tout le temps, est-ce que t'as aimé Dubaï, est-ce que t'as pas aimé, pourquoi t'as pas aimé, parce qu'il y a un moment j'étais vraiment une grosse Dubaï haters account, surtout sur Twitter, j'en parlais tout le temps et les gens ils me disaient non mais en gros t'abuses, enfin il y a un peu ce mythe et ce fantasme autour de Dubaï, et d'ailleurs je pense qu'il y a trois grandes catégories de gens par rapport à Dubaï et la vie qu'on s'en fait. Il y a les gens qui détestent, et vraiment ils détestent, même pour des vacances, ils y mettraient pas les pieds. C'est par exemple mon père, mais il est venu me voir, mais c'est vraiment, ils aiment pas tout ce qui est démesure, luxure, tout ce qu'on entend par rapport au climat, aux travailleurs, etc. Il y a les personnes qui, voilà, ils sont partis en vacances, ils n'ont pas trop d'avis, et après il y a les gens qui kiffent. Et dans les gens qui kiffent, il y a soit la communauté musulmane qui va y trouver un certain way of life, un peu spirituel, qui va lui permettre d'être plus apaisé, en tout cas dans leur façon de pratiquer leur religion, et il y a toutes les personnes qui ont de l'argent, ou en tout cas qui veulent avoir un train de vie aisé, avec la sécurité qui va avec, parce qu'on va le voir, Dubaï et les Émirats, c'est très très safe, mais aussi pour tout ce qui est pouvoir faire ce qu'on veut avec son argent, parce que voilà, les activités, elles sont illimitées à Dubaï, donc voilà. Sénas, il dit yes, jamais j'irai à moins que ce soit gratuit. Ouais, mon père disait pareil, du coup c'était gratuit parce que je l'ai payé. mais ouais, il y a plein de gens qui disent ça, et je trouve que c'est très similaire aux États-Unis. Les États-Unis, quand je parle avec les gens, parce que moi je surkiffe les États-Unis, c'est vraiment soit t'aimes pas. Il y a des gens qui me disent je mettrai jamais un pied là-bas, et d'autres personnes comme moi qui kiffent, et c'est vraiment tout un état d'esprit et tout. Donc bref, voilà, c'est vraiment mitigé. Et moi j'ai surtout des gens qui me disaient en tout cas ça devait être trop bien religieusement, tu devais être trop épanoui, etc. Et pourtant on en parlera, moi Dubaï c'était la période où j'étais la moins bien spirituellement, et de loin. Donc je vais expliquer pourquoi après. Déjà dans un premier temps, Dubaï professionnellement, économiquement, etc., qu'on le veuille ou non et qu'on aime ou pas cet émirat, c'est vraiment au centre du nouveau monde qui se dessine clairement. C'est une évidence géographique. Déjà la ville elle est au milieu de tout. Elle est au milieu de tout, c'est un hub touristique, économique. Il y a eu la grande exposition qui a très souvent, où il y a des trucs en termes d'innovation qui sont incroyables. C'est à mi-chemin entre l'Europe, l'Asie et tout. Donc bref, c'est une plaque tournante des échanges. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étrangers là-bas. C'est 90% de la population contre 10% de locaux et tout. Donc c'est vraiment une plaque tournante de tout ça. Et donc, il y a des choses à faire professionnellement. Il y a plein il y a encore plein d'opportunités, on va dire, c'est pas le American Dream d'il y a 20 ans, mais il y a plein de choses à faire parce que c'est économiquement très porteur, et le Moyen-Orient, notamment au niveau du luxe, c'est un hub financier de ouf, et ça génère et ça gangrène énormément d'argent. Moi, je travaillais dans une maison de luxe, et donc professionnellement c'était aussi très intéressant parce que c'est des métiers très exigeants là-bas, où il faut être disponible très souvent parce que vous le savez peut-être, les malls ferment à minuit ou 2h du matin selon les saisons, notamment parce qu'il fait chaud, donc la journée on ne sort pas, on sort la nuit, et donc on peut acheter un sac, je sais pas, Hermès à 10 000 € à 1h du matin. Donc autant vous dire que dans l'IT, il faut que tout soit opérationnel, peu importe l'heure, parce que si on fait rater 20 ou 30 000 € de chiffre d'affaires à un magasin, ils seront pas contents. C'est une des raisons aussi qui a fait que j'aimais pas trop professionnellement ce que je faisais, parce que contribue à ça, enfin voilà, au luxe, aux dépenses super astronomiques. Voilà, ça m'intéressait pas spécialement. J'aime beaucoup le luxe, mais ça m'intéressait pas spécialement. Alors attendez, je lis vos questions sur Dubaï et je prends après les questions sur mon travail. Myriam, personnellement, ma maman vit là-bas, et il n'y a pas que Dubaï, il y a d'autres émirats qui sont plus intéressants à voir et à visiter, Fujairah, etc. Ouais, totalement, on va en parler. On va parler de Dubaï et des autres émirats. Et tout le monde voit que Dubaï, grave, et même à Dubaï, on va aussi en parler. Il y a plein de coins qui sont loin de la démesure. Donc voilà. Tu as fait combien d'études pour ce genre de travail? Bac+5, et c'est du télétravail que tu fais, ça dépend. Ça dépend où tu postules, etc. Il y a les deux. Si vous voulez, à la fin, on fait un focus sur mon travail. Si vous voulez, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Là, on va essayer de parler de Dubaï pendant les 15 prochaines minutes. On dirait une prof. J'aimerais bien être prof dans une autre vie. Mais le capitalisme a eu raison de moi. Voilà. Dit la personne qui ne veut pas contribuer aux 20 000 € de chiffre d'affaires de Hermès. Alors, donc, je vais vous expliquer, en gros,
mes plus et mes moins. On va commencer par les moins pour à la fin finir sur la note un peu positive. On va commencer par les moins, c'est très très bien. Comme ça, après, je vous explique ce qu'il y a de... voilà, pour nuancer. Oh, il y a un petit papillon de nuit. Vous le voyez pas, mais il est là. Il me dérange pas, il est mignon, mais j'aime pas trop. Alors, du coup, déjà, il faut savoir, premièrement, qu'à Dubaï, on vit vraiment que la moitié de l'année. Donc, moi, j'en parle tout le temps, mais c'est important de le savoir, c'est que c'est entre novembre et mars pour moi qu'on peut vivre à l'extérieur. Le reste du temps, on vit à l'intérieur. On peut pas se promener. Et moi, j'aime beaucoup l'été, j'aime beaucoup marcher. L'été en France, je l'attends avec une immense impatience. Et clairement, je préfère avoir froid en France avec une bonne doudoune, etc. Que chaud, parce que chaud, en fait, tu pourrais être même toute nue dehors que t'aurais chaud. Vraiment, c'est des gouttes, tu transpires à grosses gouttes de partout, t'es mouillé en 5 minutes. C'est vraiment, c'est horrible. Donc du coup, il y a quand même au moins 7 mois dans l'année où c'est impossible de marcher dehors. Il fait vraiment 45 degrés. Dans le ciel, il n'y a aucun nuage ni relief. Moi, j'aime beaucoup regarder le ciel et les nuages et tout. Il n'y a rien du tout. Donc, on regarde le ciel, il fait toujours tout blanc. C'est rare qu'il fasse bleu à Dubaï. Il fait tout blanc. Même la pluie est artificielle tellement c'est sec. Faut pas oublier, Dubaï, à la base, c'est un désert. Donc, on a construit une ville dans un désert. Ça se voit. Il y a du sable partout. C'est un mood, il faut aimer. Et... voilà, c'est claquettes, sable partout, il fait très chaud. Quand je sortais du travail et que je mettais ma main sur mon volant, mais c'est impossible de conduire, c'est vraiment brûlant en fait. Donc je prenais des mouchoirs. Quand je marche de mon parking du travail à mon bureau, c'est genre, allez, 4 minutes. Mais je vous jure que c'est les 4 minutes les plus longues de ta vie. Tu transpires avant même d'être arrivé au travail en fait. Voilà, il fait vraiment chaud. Et du coup, tous les lieux sont climatisés, ce qui est vraiment horrible parce qu'il fait super froid. Il faut à chaque fois se découvrir, se couvrir et tout. Puis le bruit de la clim, horrible. Et bon, climatiquement parlant, c'est pas ouf. Donc voilà, je pense que les pays du Moyen-Orient, de par la climatisation, c'est les pays les plus polluants du monde. Il me semble qu'en tout cas, c'est dans les top 5 et tout et tout. Du coup, déjà ça c'est premièrement. Donc on vit en intérieur la plupart du temps. On est enfermé soit dans notre building, soit dans les malls. Donc transition, il n'y a pas énormément de choses à faire à Dubaï. En gros, on va être soit dans les malls, là où il y a beaucoup de monde, parce qu'il n'y en a pas énormément de grands malls. Il y en a deux, il y a Dubai Mall et il y a Mall of Emirates. Du coup, on va avoir de la lumière, du bruit, 1 million de gens. Je vous jure, par exemple, pour aller à Paul, qui est juste une boulangerie lambda, on peut pas aller à Paul comme ça, en fait. On arrive, il y a une liste d'attente, il y a tout le temps des gens partout, il y a trop d'odeurs, trop de musique. Enfin voilà, moi je suis une personne qui est vite débordée par mes sens et tout, et franchement c'est horrible parce que c'est vraiment la seule sortie. Ça veut dire que si vous voulez aller au resto, bah vous allez aller là-bas, enfin vous êtes tout le temps en intérieur. Donc c'est un peu relou, franchement. Et on fait vite le tour de ce qu'il y a à faire une fois que on a fait un peu tous les restos, parce que moi j'aime bien sentir des parfums. Voilà, on a senti tous les parfums du mall. On est parti dans les 2-3 librairies qu'il y avait. Voilà, on fait vite le tour. Après, en termes de musée, bon là, on n'est vraiment pas ouf. Hein, il y a 3-4 musées à Dubaï. Allez, il y en a 2 qui m'ont vraiment intéressée. Le reste, c'était pas trop ça. Donc, on s'ennuie un petit peu. Et on fait des choses qui sont moyennement stimulantes. En fait, je pense que quand tu vas à Dubaï, et c'est vraiment propre du coup à mon expérience, si tu y vas pour le travail et potentiellement que tu es avec ta famille, que tu es avec ton mari et tes enfants, peut-être que ça sera différent parce que tu voudras leur offrir une bonne qualité de vie. Tu seras dans ton travail, donc voilà, moi mon travail il m'intéressait pas plus que ça, et Dubaï c'était pas ouf. On le verra dans les plus après, il y a des plus bien sûr, hein, parce que quand tu quittes le travail et qu'ensuite tu es à la plage 5 minutes après, c'est pas mal. Vous allez me dire, il y a ça dans le sud de la France, oui, mais par exemple, moi je suis voilée, donc là c'est une plage où je peux être complètement habillée, faire ce que je veux et tout, donc c'est trop bien. Ensuite, ça va ? Ok, je suis en live Twitch au cas où. Voilà, donc comme il n'y a pas trop de choses à faire, bah, y a un deuxième point qui a fait que moi j'aimais pas Dubaï, mais là ça serait pareil dans toute la planète, c'est le fait d'être loin de sa famille. Parce qu'en gros, quand je dis j'ai détesté Dubaï, c'est plus j'ai
détesté le mal-être que ça m'a fait ressentir d'être à l'étranger, en fait. Et moi, pour la petite histoire, j'ai voulu m'expatrier à Dubaï pendant un moment grâce, ou en tout cas à cause de vacances de 1 semaine. Et là, on rentre dans un constat qui est réel, c'est que Dubaï en vacances et Dubaï professionnellement, déjà, c'est pas du tout la même chose. La plupart des gens qui veulent déménager à Dubaï, c'est parce qu'ils sont partis en vacances une fois et qu'ils ont grave kiffé. Et moi, c'était mon cas. Donc, je suis partie une fois, j'ai trop kiffé, j'étais trop bien et tout, euphorie. Donc, je suis partie travailler là-bas. Mais bref, du coup, être loin de sa famille, c'est difficile, surtout dans une ville où il n'y a pas grand-chose à faire. On n'a pas de repères. Donc il y a beaucoup de stress, surtout pour les personnes anxieuses. Le travail dans un milieu comme Dubaï, c'est assez stressant. Pourquoi ? Vous avez plein d'origines différentes, plein de cultures différentes. Déjà, franchement, moi je suis C1 en anglais étranger. Moi l'anglais UK-US, je le comprends moyennement. Par contre, l'anglais du Pakistan, des Syriens et tout, alors là, leur accent, ça y est, moi je le gère. Donc bref, beaucoup de stress parce qu'il n'y a pas les mêmes méthodes de travail. On ne travaille pas de la même façon. On attend beaucoup des Français à Dubaï. Pourquoi ? Parce qu'ils sont réputés pour bien travailler. On est réputé pour pas être trop chill, pour faire les choses quand on nous les demande. Voilà, on respecte les plannings et tout. Il y a d'autres origines qui sont réputées. Moi, je ne calomnie, ne médis pas, mais il y a des origines qui sont réputées pour être beaucoup plus non mais tranquille, on fera ça la semaine prochaine et tout. Donc on va beaucoup surcharger les Français parce qu'ils sont réputés pour bien travailler. Après, ce qui est vrai, on a des très bonnes formations à l'école. Donc voilà. Du coup, pas de repères, donc un peu de stress. Le travail, c'est un peu de stress. Et le temps de se réadapter et de créer des nouvelles routines, déjà, on perd déjà quelques mois. Hein. Donc au début, quand tu arrives dans un nouveau pays, il y a au moins 3-4 mois où c'est que de la découverte. Et même si du coup, comme tu découvres tout, tu t'ennuies pas, il y a aussi beaucoup de nouvelles choses à faire, etc. Donc ça, c'est le premier point qui fait que tout ça accumulé, voilà, c'est pas ouf. Ensuite, je regarde ce que vous me dites et je vois si c'est des choses dont je vais parler ensuite. Ouais, c'est la plupart des choses, voilà. Sena, elle nous dit, haha, pareil, Ota, je travaille avec des Coréens indiens, j'ai l'impression de plus savoir parler anglais. Ouais, mais c'est un skills de ouf par contre, hein, parce que moi, quand j'envoie certains snaps de mes meetings et tout, moi, mes potes qui parlent super bien anglais, elles comprennent pas ce qu'ils disent. Hein. Elles comprennent pas du tout ce qu'ils disent, donc, alors que moi, je comprends. Du coup, c'est une bonne compétence. Ensuite, on va parler un peu du côté spirituel. Donc moi, comme je vous disais, souvent ce qu'on me dit, c'est ça doit être trop bien spirituellement, etc. Déjà, si on prend en compte tout ce que je viens de dire avant, le fait que potentiellement tu peux développer une certaine, je sais pas, tu peux développer une forme de mal-être, j'ai bugué. Une forme de mal-être, pas forcément très grand, mais le fait d'être loin de sa famille, de devoir tout réadapter, etc. Déjà, ça fait que, pour moi, hein, une spiritualité épanouie, pour la vivre, il faut déjà être épanoui nous-mêmes. C'est-à-dire que si par exemple tu as des problèmes, que tu es triste, que ça t'affecte, qu'au travail on te stresse, etc., que tu sois à Paris, Tokyo ou Dubaï, ça va, dans tous les cas, ça va t'affecter. Donc ça va être compliqué d'avoir une routine spirituelle, de bien te sentir, etc. Bien sûr, on se rattache à Dieu et voilà, on essaye d'être positive, mais ça peut être des fois compliqué. Donc pour moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que la spiritualité, elle est interne dans le sens où elle n'est pas bornée géographiquement. Je peux être à Paris et bien sûr, hein, là, après, on va parler de tout ce qui est conditions, des facilités que j'avais au niveau de ma pratique, etc. Mais là, je parle vraiment de l'interne. Si je suis à Paris et que je suis avec ma famille, je me sens bien, il y a des choses que j'aime, qui me nourrissent, etc., comme je vais me sentir bien, et spirituellement, je vais peut-être pouvoir, en tout cas c'est mon cas, être beaucoup plus épanouie, faire des choses et être plus motivée. Déjà dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, il faut savoir que quand tu es dans un autre pays, il n'y a pas forcément de communauté spirituelle dans laquelle tu peux t'insérer. Déjà, je suis francophone de 1, donc une communauté francophone à Dubaï, musulmane, qui fait potentiellement des assises ou des trucs, où voilà, tu connais certaines personnes qui vont... on va cultiver notre dîner ensemble, etc. Ça n'existe pas forcément, ou en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Ça existait avant ma venue, parce que j'avais eu des échos de certaines personnes, mais avec le Covid, tout avait été coupé. Donc déjà, c'est un disclaimer du début normalement. Moi, je suis arrivée dans la période Covid. Donc autant vous dire que de base, dans mon travail, je devais voyager à Oman, en Arabie Saoudite, voilà, faire plein de choses, et même hors travail. Mais avec la période Covid, tout ça, c'était impossible. Même pour aller à Abu Dhabi, il fallait faire des PCR et tout, enfin, c'était relou. Ensuite, Dubaï s'est réputé un peu pour une culture un peu
individualiste et je vais pas faire une généralité, c'est très accueillant, etc. Mais voilà, vous n'allez pas développer des relations très profondes, les gens ils sont dans leur travail, dans leur sortie et tout, et ça reste assez superficiel. Donc en plus trouver des gens musulmans, voilà, pour développer une sororité, une fraternité et tout, parce que moi je marche beaucoup dans le groupe, dans la compagnie qui va, voilà, c'est une compagnie avec une aura qui te fait te sentir bien et tout. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué. Après oui, les cultures elles sont différentes, donc il y a des facilités pour la pratique. Par exemple, tu peux t'habiller comme tu veux. Moi au travail j'étais tout le temps en robe noire, franchement je ne cassais pas la tête, claquette, abaya noire et tout. Le week-end, c'est le vendredi et le samedi, donc aucun problème pour aller à la mosquée le vendredi, pour les hommes comme pour les femmes. On a des salles de prière un peu partout, dans la rue, enfin c'est quasi impossible de ne pas en trouver. Voilà, à partir du moment où tu te rends la tête, tu as une salle de prière, au travail j'ai une salle de prière, mais bon, tu peux prier dans ton bureau, personne ne va te calculer, bien sûr. Donc, ça aide à pratiquer. Mais est-ce que ça aide à spiritualiser son quotidien? Ça, c'est vraiment propre à chacun. La pratique, ok, c'est le concret, etc. Et ça aide dans les adorations de pouvoir pratiquer de manière un peu plus ouverte. Mais est-ce que ça aide vraiment à se sentir bien de manière globale? Si tu te sens bien dans ta vie, oui, forcément, là ça va être un plus, tu auras tous les feux au vert. Après, si tu te sens pas trop bien par rapport à tout le contexte, bah ça va t'aider dans ta pratique, mais voilà. Et puis il faut aussi savoir que moi personnellement, dans mon cas, j'ai jamais rencontré forcément de problème en France, en tout cas notable. Ça veut dire que moi je travaille avec mon voile, j'ai toujours travaillé avec mon voile, j'ai jamais eu de problème pour prier sur mes lieux de travail avec un peu de glitch, de stratégie et tout. Du coup, j'ai jamais ressenti de trucs de ouf et limite j'aime bien l'épreuve, ça me dérange pas. Quand je trouvais pas de stage, voilà, j'ai fait 1 million d'entretiens et puis voilà. Et là encore, on a l'essentiel, l'universel débat de nous en tant que communauté musulmane, est-ce qu'on reste pour faire notre place et pour aider les générations qui arrivent, leur préparer le terrain, ou est-ce qu'on part? Et ça, c'est vraiment une question très intéressante que je traite dans mon deuxième livre, qui m'a toujours un peu partagée. Parce que sur le terrain, il y a plein de choses à faire. Lutter contre les inégalités, c'est un truc de terrain, c'est un truc du quotidien. Mais en même temps, il y a peut-être l'envie de bien-être de certaines personnes et donc de bouger à l'étranger pour se sentir mieux. C'est vraiment... il n'y en a aucun qui a à blâmer, mais voilà, il y a des choses à faire ici. Et je pense que... dans mon cas, fuir pour être mieux ailleurs, c'est pas ce qui m'anime. Moi, je veux être là. Je veux qu'il y ait des filles qui puissent rentrer dans mon entreprise parce que j'ai donné le bon exemple et que on a aimé la manière dont je travaillais et que du coup, voilà, par assimilation, on se dit ok, elle est voilée, elle travaille bien et tout, etc. Donc voilà. Et puis on est quand même dans un émirat avec un culte du luxe et de la dépense financière assez important. Donc moi, ça nourrissait pas du tout mon âme. Quand je marche au mall et que je vois des gens que j'ai déjà vus hier et avant-hier sortir avec mes 10 sacs de luxe, mais il y en a peut-être, je sais pas moi, pour 100 000 euros, ça me nourrit pas. Et quand ça me nourrit pas, bah, ma spiritualité, elle peut pas être bien en fait. Il n'y a pas de nature. Moi, vous savez, il y a une personne qui me posait dans un autre live comment tu cultives la gratitude. Et je disais, c'est par l'émerveillement quand je sors, par exemple. Et je me dis, waouh, ça c'est trop beau et tout. Mais quand tu es entouré de bâtiments, de plages artificielles, de plafonds artificiels, en fait, c'est pas... Enfin, moi, personnellement, ça m'émerveille pas. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi on filmait les bâtiments et tout. Enfin, c'est tellement artificiel que ça me nourrit pas. Et quand t'es pas nourri, forcément, si t'as pas de lumière en toi, comment tu veux en fait t'illuminer spirituellement? C'est compliqué, vous voyez. Et puis comme je disais, on s'ennuie super vite. Déjà, il n'y a pas de nature, il n'y a rien à faire, etc. Mais surtout, je sais pas si vous savez, Dubaï, ça fait à peu près 34 km². C'est 3 fois plus petit que Malte. Donc clairement, quand je vous dis on fait vite le tour, ça on fait vite le tour. C'est très lassant. 1 an, c'est cool. Plus, voilà, c'est pas ouf. Moi, j'ai mis fin à mon contrat de travail avant. Je suis restée 1 an et demi. Parce que franchement, je m'ennuyais trop. Et encore une fois, peut-être qu'avec une famille c'est différent, peut-être avec des enfants c'est différent. Quand tes enfants tu les emmènes à la plage, je sais pas, voilà, mais bon, moi j'ai fait le tour, c'est petit. À part si tu vas tous les jours à l'atelier de Joël Robuchon, bah voilà quoi, même les restos, c'est bon, il y a les restos locaux, libanais, syriens, turcs et tout, puis après il y a tous les fast-food mondialisés à l'âle du monde, voilà. C'est pas ouf. Et d'ailleurs, au niveau nourriture, moi j'aime pas trop habiter à l'étranger parce que j'aime pas leur supermarché. C'était pareil au Canada. Faut changer toutes tes habitudes alimentaires, tout est bizarre, tout est
différent en fait de ce que j'ai l'habitude de manger et de faire et tout. Donc je sais pas, je suis pas épanouie au niveau de ce que je cuisine et j'aime beaucoup cuisiner. Et aussi la différence de prix de certaines choses. Après on va parler du coût de la vie et tout, puisqu'il y a beaucoup d'illusions par rapport à ça, par rapport au coût de la vie à Dubaï, comme quoi c'est super cher mais pas trop. Mais par contre il faut faire le tri. Par exemple quand tu vas faire tes courses, il y a des choses que tu auras l'habitude d'acheter qui vont être super chères. Le fromage. Mon père un jour il s'est trompé, il a pris comme ça un melon et quand il est rentré on a vu sur le ticket de caisse le melon lui avait coûté genre 30 €. Donc il faut vérifier tout, il y a des choses que tu n'as pas l'habitude d'acheter qui vont être beaucoup moins chères là-bas. Donc voilà, en fait il faut se réhabituer à plein de choses. Après les derniers trucs dont on peut parler dans les moins, ça va être tout ce qui est santé. Il vous faut vraiment une bonne mutuelle professionnelle, sinon ça sera vraiment pas bénéf. Il faut regarder tout ce qu'on vous propose dans un contrat de travail. Si vous avez une mauvaise mutuelle, bah franchement vous serez dans de beaux draps pour parler de manière soutenue. Vraiment, moi j'ai fait un premier rendez-vous médical, je connaissais pas encore le système et j'étais partie je crois 2 minutes en consultation, mais vraiment c'était inutile. Et à la sortie on m'a donné la note et c'était à peu près 800 €, 800-900 €. J'ai regardé, j'ai dit, genre c'est pour de vrai, pour moi il s'était trompé. Il s'était vraiment trompé et non pas du tout. Et heureusement que ma mutuelle elle remboursait une partie, mais elle remboursait pas tout. Donc pareil, c'était parce que c'était pas dans le réseau, ou c'était pas une urgence, ou c'était pas ci, etc. Donc ensuite avec le temps j'ai compris comment marchait ma mutuelle et tout. Moi j'ai toujours dit il faudrait des cours pour ça. Il faudrait des cours de mutuelle, de sécu, de trucs et tout, parce que j'appelle ma mère tous les 2 jours pour qu'elle m'explique des trucs. Je comprends toujours rien. Je viens de comprendre c'était quoi des RTT et tout, mais tranquille. Je comprends, maintenant je vais tout vous expliquer, donc c'est génial. Du coup, bonne mutuelle, sinon franchement la santé vous aurez des grosses surprises. Voilà. Et puis après il y a le réseau de transport qui est pas ouf. Il n'est pas trop développé, donc il vous faut une voiture impérativement si vous habitez là-bas. Et en été, c'est impossible de toute façon de marcher dehors, comme je vous le disais. Déjà, ça, c'était pour les moins. Ensuite, on va faire les plus. Et je prends toutes vos questions en transition d'abord. Donc, Myriam, elle dit, j'ai eu du mal à trouver des spots intéressants à visiter. C'est très différent de Paris. Bah, c'est le jour et la nuit, c'est aux antipodes. Franchement, c'est vraiment aux antipodes. Shaimaran, désolée, je viens juste d'arriver. J'espère que la question n'a pas été posée, mais niveau spiritualité, c'était pas le top de vivre à Dubaï. Du coup, non, pas le top, dans le sens où, voilà, je vous ai cité les 3 choses qui sont plus pratiques, qui sont vestimentairement parlant, tu fais ce que tu veux. Le week-end, c'est le vendredi et le samedi, donc tu peux profiter de ton vendredi. Et ensuite, il y a les salles de prière un peu partout, donc la prière beaucoup plus facilitée. Après, est-ce que c'est bien que la prière soit facilitée ? Si tu comptes immigrer à vie, oui. Après, en tant qu'expatrié, moi je sais qu'à terme j'allais rentrer en France, et donc je sais que j'aurai des nouvelles galères en France. Du coup, au moins je développe ici les stratégies, etc. Donc voilà. Ça t'a pas fait du bien de pouvoir vivre ta foi à 100%, prier n'importe où, pouvoir t'habiller comme tu veux. Comme je le disais, je reprécise comme ça, on est sûr que voilà, vivre ma foi à 100%, moi honnêtement je le fais en France. Je le fais en France. Bien sûr qu'il y a certaines petites galères et je conçois qu'il y a des gens qui ont peut-être vécu des choses encore plus dures que moi. Mais voilà, je prie déjà où je veux, entre guillemets, si on réfléchit un peu. Après, ouais, c'est pas ouf, hein, mais bon, voilà. Je m'habille comme je veux, entre guillemets. Ça veut dire que, bien sûr que oui, je vais pas mettre un gilbab au travail ou une robe noire au travail. Mais voilà, je m'habille relativement comme je veux. Je me bride pas. Dans les us et coutumes, je m'adapte. Donc voilà, c'était sympa, bien sûr, de pouvoir s'habiller comme on veut, mais après, si la foi à 100% se résume juste à prier n'importe où, s'habiller comme on veut et voilà, c'est pas... Voilà, pour moi, la spiritualité, c'est tellement plus que ça. Donc voilà. Strike, l'essence est gratuite, comment t'as pu détester ? Ouais, ça, c'est un très bon point positif. Franchement, l'essence, ça coûte presque rien. ML Kuzumaki, c'était quoi ton taf si c'est pas indiscret ? Chef de projet informatique. Senas LCN, haha, pareil, au taf, je travaille avec des quoi, ça j'ai déjà lu. Mamé Bousso, mais t'as pu faire des rencontres ? Globalement, oui, quelques-unes. Après, c'était pas le plus gros de mon quotidien, mais je suis très introvertie et très solitaire, donc j'ai pas forcément cherché à m'en faire.
Wassem les chats, comment on met les sous-titres? Je suis en cours. J'avoue, je sais pas. Demande aux gens de Twitch, ceux qui ont des couronnes là. Amel, salam alaikum, ma sister, wa alaikum salam Amel. Cirque 123 classique, je trouve ça fascinant. Dubaï, à la fois religieux, en même temps hyper matérialiste, ouais. C'est dans les plus aussi. Le fait que tout le monde vraiment est libre de faire ce qu'il veut, que ça soit dans la démesure ou dans la religion plus, on va dire. Voilà, tu peux être à la plage et voir une femme en voile intégral à côté d'une femme en bikini, super échancrée et tout. Ça veut dire que c'est vraiment la liberté à outrance. Je sais pas ce qui est mieux. Je pense que pour moi, enfin moi j'ai toujours dit que je préférais la liberté de ce type-là parce que pour moi, clairement, en fait, tant qu'une personne n'en dérange pas une autre, ne dérange pas sa vie, voilà, ne lui apporte pas du négatif, bah moi j'aime bien ça, j'aime bien le fait que ça soit du libéralisme à outrance, etc. Donc voilà, après, mélanger à la fois le religieux et le matérialisme, oui, à 100%. Et j'ai lu beaucoup de choses sur ça, etc. En fait, c'est marrant, on dirait un islam mondialisé en fait à Dubaï. Et globalement dans le Moyen-Orient un petit peu tourné luxe et tout. J'étais à une expo photo d'un Marocain à Amsterdam. Dans ma story à la une, Amsterdam sur Instagram, vous pouvez aller voir. Et c'est vraiment réel, c'est de l'islam McDonald's en fait. Quand je vous dis ça, c'est vraiment mondialisé en fait. Mais c'est intéressant en fait, c'est curieux. Je sais pas, on est dans une salle de prière et vous allez avoir une femme avec un sac à côté de moi qui coûte, genre je connais, qui va coûter 93 000 €, une édition illimitée d'un Birkin d'Hermès. Vous allez voir des gars en camis mais par-dessus avec des maillots de basketball et des potatoes et un coca à la main et tout. Et bref, cette dichotomie en fait entre les deux qui vient se rassembler dans un même endroit, c'est super drôle. Voilà. Cirque 123, la liberté à outrance, pas fan du tout. On voit le résultat en France. En France, on est loin d'être libre. On donne de la liberté à certains et on vient opprimer d'autres. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Après, il y a à nuancer d'ailleurs à Dubaï, liberté à outrance, oui, mais dans les règles islamiques. Donc forcément, il y a certaines choses qui ne sont pas tolérées. Par exemple, le fait de fumer dehors. Voilà. Donc c'est une liberté, mais qui a ses limites dans certaines choses. Moham Degand. Salut, ça dit quoi? On est là. 30 € le melon. Ouais, je te jure, mon père, il m'a dit, bon, c'est pas grave, hein, on apprend. Il était trop mignon, je lui ai dit, ah, t'as vu ce que je vis? Mais moi, c'était ça depuis le début, que des surprises. Des consultations à 800 €, des melons à 30 €, des accidents de voiture, de la police, des trucs. Enfin, je vous jure, des struggles de ouf, des cafards chez moi, des punaises de lit. En fait, ça me faisait trop rire parce que c'est là que je trouve ça super intéressant de faire passer ce message par rapport aux réseaux sociaux. Moi, à cette époque, j'avais que des gens qui me disaient « Ouais, trop la chance, genre t'es à Dubaï, c'est trop bien et tout ». Et en fait, je filmais, je disais « Mais la chance de quoi ? En fait, tu réapprends tout, t'es toute seule, t'as des épreuves, t'as des trucs et tout. Voilà, la vie, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas tout rose. J'ai eu plein de galères et tout, et c'est normal quand on va à l'étranger. » Donc voilà. Douchi, salam alaikum. J'ai traduit ceci dans Google Translate parce que je ne parle pas français. Parlez-vous anglais et où habitez-vous? Yes, I'm speak English and I live in Paris. Best city ever. Cirque 123, tellement prétexte la religion par moment en mode on est hyper pratiquant, mais si t'as pas de mutuelle, tu meurs. Après, si tu viens de l'étranger, et c'est parce que je veux pas cracher dans la soupe, si tu viens de l'étranger, il y a des hôpitaux à Dubaï où tu ne payes rien du tout. Tu te casses la main pendant un voyage de 1 semaine. Il y a 2-3 adresses à Dubaï où tu y vas, tu rentres, on te soigne et tu ne payes rien du tout. Je sais pas exactement c'est quoi les conditions, si genre c'est que quand t'es un touriste et que t'as un billet d'avion ou quoi, mais vraiment tu ne payes rien du tout. On te laissera pas mourir, c'est pas les États-Unis quand même. Est-ce que j'ai déjà vu des hijabs Gucci? Ah oui, bah bien sûr. Shaima, tu avais dit qu'il n'y a pas d'Eden en dehors des malls, je trouve ça super bizarre. Ah si, hein, moi j'ai jamais dit ça, il y a l'Eden partout. Justement, il y en a tellement partout que t'en entends 5 en même temps, avec plein de voix différentes et tout, donc non, Eden partout. Du coup, alaykoum salam Yacine. C'est une liberté éphémère en France. En France, c'est une liberté qui est très restrictive. C'est une liberté qui est à l'image du gouvernement, une liberté économique qui vient servir les actionnaires, les banques et les entrepreneurs. Oui, une liberté citoyenne un peu moins.
Yacine, c'est un endroit de riche, du coup ils ont un comportement de riche aussi, ça va ensemble je pense. Je sais plus ce que j'ai dit pour que tu dises ça. Myriam, après il y a beaucoup de paraître, non, il y a carrément un centre commercial où ils vendent beaucoup de contrefaçons à Dragon Mart. Ouais, il y a Dragon Mart 1, ils ont ouvert Dragon Mart 2. Pour vous faire un parallèle, c'est genre AliExpress mais dans un centre commercial. Et oui, il y a plein de faux. Je pense que, en fait, comme je vous le disais, il y a 90% de personnes étrangères. Il n'y a que 10% de locaux. À la base, Dubaï, c'est un désert et il n'y a personne. Donc, vous avez les 10% qui sont extrêmement riches et eux, ils vont pas aller à Dragon Mart. Vous avez les gens qui se sont expatriés et qui sont aussi riches et eux, ils vont pas aller à Dragon Mart. Et puis, vous avez les étrangers qui sont des petits travailleurs. D'ailleurs, vous voyez, mais c'est tellement drôle quand vous rentrez dans le métro. Il n'y a que les travailleurs. On dirait le RERB à 18h, direction Drancy. Clairement, il n'y a que des petits travailleurs, des petits Pakistanais, des petits Chinois, des petits Laotiens. Quand je dis petits, c'est juste pour dire en gros, ils sont trop mignons. Donc dans le métro, il n'y a que des travailleurs. Et ces gens-là, bah oui, peut-être qu'ils vont à la Dragon Mart. Tu voyais une petite maman, elle va s'acheter son petit faux sac élevé et tout, et voilà. Mais il n'y a que des travailleurs. Et d'ailleurs, moi, comme souvent, j'étais en abaya, un peu jolie, j'avais mes petits sacs de luxe et tout dans le métro. On me regardait un peu bizarre, hein. Je vais pas vous mentir, ils se disaient l'Emirati, elle fait quoi dans le métro avec nous? Vraiment. Il y a des premières classes dans le métro. Il y a aussi des wagons réservés aux femmes, ce qui est très appréciable. Et voilà. Donc ça, c'était pour les côtés négatifs. Je passe au positif car il y en a. Déjà, il faut savoir que la démesure, moi, elle me dérange pas personnellement parce que, en tout cas, la démesure au niveau des gens. Parce qu'en fait, il y a des gens à qui j'ai parlé qui sont un peu frustrés quand ils vont à Dubaï parce qu'ils voient les gens très riches avec des Lamborghini, des Bugatti, qui s'achètent des trucs de ouf et tout. Et en fait, ils sont dans une logique comparative, du coup, ils le vivent pas bien. Moi, ça va, ça m'a pas dérangé. Donc, au contraire, genre, je voyais les gens et je me disais, ah ouais, je sais pas, c'est motivant et tout. Bien sûr, ils ont rien fait, hein. Enfin, la plupart, ils ont rien fait dans les 10% des locaux pour avoir ça, mais bon, voilà, ils sont tombés sur un terrain où il y avait du pétrole et ils sont devenus riches, et voilà. Mais Dubaï, quand même, on peut le féliciter. C'est ce qu'est en train de faire l'Arabie Saoudite dans leur tournant pour se décorréler en fait de leurs revenus liés au pétrole essentiellement. Dubaï a fait une transition très très notable. De base, ils étaient dépendants, je crois, à 90% de leurs revenus liés aux énergies pétrolières et quelques autres choses. Et ils sont passés, je crois, à 3 ou 5%, allez, 10% maximum. Donc ils ont vraiment diversifié leur économie. Et maintenant, c'est basé sur tout le reste, le tourisme, etc. L'immobilier, l'hôtellerie, tout ça. L'Arabie Saoudite, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et pour faire ça, tu es obligé d'ailleurs de changer plein de choses dans le pays pour que ça soit attractif et que les gens viennent. Premièrement, le plus gros point positif, surtout pour une femme, et surtout pour quelqu'un qui veut s'expatrier pour la première fois en étant un peu rassuré, c'est la sécurité. Dubaï, comme tous les Émirats, c'est super, super, super safe. Il y a des caméras partout, il y a la police partout. Moi, je me suis déjà fait embêter parce que je suis une personne qui sort un peu des sentiers battus. Donc moi, je vais surtout dans les quartiers un peu locaux. Donc je vais vers Deira, je vais à Sharjah, je m'éloigne un peu et tout. Et des fois, il y a des gens qui ont des comportements qui sont relativement communs dans les coutumes de leur pays d'origine. C'est vraiment pas je juge pas toute une communauté, je dis qu'il y a des coutumes et des choses qui se font un petit peu dans certains pays, notamment par rapport à la femme, et on la respecte un peu moins, on l'embête un peu plus. Et moi je suis tombée dans des quartiers où franchement on m'a embêtée, clairement, c'était des mauvaises expériences. Il y a un quartier où je me baladais et clairement ils pensaient que j'étais une prostituée, et donc on me venait et on me demandait, et bien sûr c'était pas du tout des locaux, hein, donc là on parle d'étrangers, de gens d'Inde, etc. Et en fait ils me disaient clairement c'est combien et tout. Et du coup choquée moi ce jour-là. Mais par contre tu leur dis, t'appelles la police, genre je leur disais I'm gonna to call the police, et I'm going to, ouais, je suis pas du tout C1 moi. Et clairement ils partent tout de suite, ils ont trop peur. Pourquoi? Parce que police égale Emirates ID, qui est le permis de résident là-bas, annulé direct, hein. Franchement t'as un problème avec la police, ils se cassent pas la tête, des travailleurs qui veulent venir, il y en a plein. Ça y est, ton visa, ils te le suppriment et c'est fini. Mais voilà, il y a des quartiers qui étaient pas ouf et que voilà, j'y allais, mais c'est parce que je devais faire des choses ou acheter des trucs et tout. Au début, j'aimais bien parce que c'était loin de la démesure et tout, mais voilà, le contexte et le climat, c'était pas ce que je préférais dans ces quartiers. Maintenant, il y a des caméras partout, il y a la police partout, faut pas s'inquiéter. Moi, on a tapé ma voiture un jour
Et j'ai juste eu, à partir là où je pensais qu'on m'avait tapé, le mec il s'est tapé 10 jours, parce que je m'en suis rendu compte très longtemps après, il s'est tapé 10 jours de caméras de surveillance, il a tout revisionné pour trouver la personne qui avait fait ça, sa plaque d'immatriculation, on a transmis à la police a appelé la personne, etc. Donc voilà, ici, là-bas tout est tracé. Un jour j'ai perdu mes clés de voiture à La Mer, qui est un quartier qui s'appelle La Mer. Et je suis partie voir du coup le PC sécurité. Ils ont tracé tout mon trajet depuis que je suis sortie de ma voiture. Avec les caméras, ils suivent tout. Donc ils ont vu où elle était ma clé et tout. Donc bref, voilà. Déjà il y a ça. Ensuite, deuxième point, c'est la mixité. Donc là, on parlait de la culture, le fait qu'il y ait 90% d'étrangers. Moi, je trouve ça trop bien. J'ai travaillé avec des Syriens, des Libanais, des Pakistanais, des Indiens, des Anglais, des Français, plein d'origines. Franchement, des Saoudiens, des gens d'Oman et tout, il y a plein d'origines et c'est trop bien, je trouve que on en apprend grave de ouf. J'ai parlé avec des gens qui m'ont montré c'était comment dans leur pays, qui m'ont montré leur Instagram, qui voilà, on parlait de tout et de rien. On parle aussi de la réputation des Français là-bas. Macron, il l'appelle Crazy Macron, donc je parlais avec des Indiens qui me disaient ouais, Crazy Macron, il est complètement zinzin, pourquoi il vous harcèle vous les musulmans? Et par contre, ouais, dans tous les pays où je vais, ils savent très bien que la France est un peu islamophobe et tout. Et du coup, c'est archi drôle et c'est archi intéressant de parler avec tous ces gens qu'on aurait rencontrés, qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés en France. En France, il y a eu beaucoup d'immigration, mais plus Afrique. Du coup, voilà, il y a moins de gens d'ailleurs qui peuvent te raconter énormément de choses. Donc, super appréciable. Après, on disait au début que Dubaï c'était un hub et c'est vraiment proche de tout. On peut aller dans plein d'endroits à côté, que ce soit Oman, à Zanzibar, en Asie et tout. On peut rentrer en France très rapidement. Et ça, c'est appréciable d'ailleurs pour ceux qui veulent s'expatrier. C'est le décalage horaire qui n'est pas énorme. Donc on parle de 2 heures ou 3 selon les saisons. Et pour une proximité avec la famille, pouvoir parler, s'appeler, FaceTime et tout, c'est super sympa. Parce que je vous assure que les 6 heures de décalage horaire du Canada, c'est pas la même chose. Et ça joue vraiment sur la relation que tu as avec tes proches. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que Dubaï, c'est une ville de service plus. Alors, c'est un plus ou un moins. Ça dépend quel genre de personne vous êtes. Donc c'est une ville un peu quand même pour les feignants, qu'on se le dise. Il y a des gens qui mettent vos courses dans les sacs, ça se fait dans plein de pays, je le conçois, ça se fait pas en France. Il y a des gens qui peuvent porter vos courses dans la voiture. On peut laver votre voiture n'importe où, franchement tu te gardes dans n'importe quel parking et il y a des gens pour laver les voitures. Ça varie entre 10 et 50 euros. On peut se faire livrer absolument tout. On peut se faire livrer de l'essence. Clairement, il y a des numéros, des applis. Et les gens, ils viennent avec leur petit camion et te mettent ton essence. Alors qu'il y a des pompes à essence partout. Et qu'en plus, dans les pompes à essence, tu sors pas de ta voiture. Et c'est la personne qui te met de l'essence. Ça aussi, il y en a dans d'autres pays, au Mexique et tout. Du coup, vraiment, société de service, plus. Donc ça peut avoir ses avantages, ses inconvénients. Moi, c'est pas mon délire. J'aime bien faire les choses par moi-même. Et voilà, après, ça peut servir dans certains cas. Il faut savoir que, par exemple, dans ce qui est bien, dans tous les buildings, t'as une piscine, une salle de sport. Et souvent, quand t'as les moyens et que t'habites dans un truc, on va dire milieu de gamme, t'as une femme de ménage. Donc la femme de ménage, elle vient te faire le ménage, elle change tes draps et tout. Ce qui est quand même appréciable, ça j'avoue, je kiffais bien. Ah oui, autre chose dans les négatifs, c'est justement les buildings. Moi, je n'aime pas ça, vous l'avez compris. Je pense pas que l'homme est fait, l'humain, l'homme avec un grand H, est fait pour habiter à 30, 40, 100 mètres du sol en fait. Je suis pas faite pour habiter au 40e étage d'un building. J'étais au 24e étage, c'était horrible. Moi je peux pas, genre je vais dans mon balcon, j'ai l'impression d'être dans l'espace, c'est pas possible. Voilà, non, je peux pas. J'aime pas les buildings, j'aime pas sentir mon cœur qui monte dans l'ascenseur. D'ailleurs, quand j'ouvrais mon balcon, c'était horrible parce qu'on n'entend que le bruit des voitures de l'autoroute principale. Dubaï, en gros, c'est comme ça. Vous avez une autoroute principale là, et c'est tout. C'est ça la ville. Et là, vous avez la plage avec un quartier, 2 quartiers, 3 quartiers, 4 quartiers, et c'est tout. En fait, vous avez Mall of Emirates, Dubai Mall, et après toutes les petites banlieues à côté. Voilà. Donc, building, moi, j'aime pas.
J'aime pas, j'aime pas. Après, bien sûr, il y a des quartiers résidentiels, hein. Il y a des petits pavillons, des petites maisons. Il y a plein de quartiers pavillonnaires. Ça grouille de ça, hein. Et puis maintenant, il y a plein de facilités pour acheter des trucs et tout là-bas. Et ensuite, le plus, enfin, je le mets plus, mais c'est genre neutre, c'est parce que c'est une idée reçue, le fait que le coût de la vie à Dubaï est super élevé. Alors, faut savoir que selon les études, il est 30% inférieur au coût de la vie de Londres et il est 11% inférieur à celui de Paris. Donc, en soi, c'est pas vraiment cher. Ça dépend ce que vous voulez faire. On peut adapter son train de vie à toutes les villes, hein. Vous voyez, en France, si vous allez faire vos courses à Monoprix ou à Lidl, c'est pas du tout le même prix. C'est pareil à Dubaï. Vous avez le Carrefour, vous avez des supermarchés chers et vous avez des supermarchés pas chers. Par exemple, Lulu. Moi, je fais mes courses à Lulu. C'est un genre de Lidl, je trouve. Voilà, un genre de Leclerc. Et c'est très bien. Puis bien sûr, tu peux faire des activités à 1000 euros, des activités à 10 euros. Tu peux aller manger, vraiment. J'allais manger, c'est un truc que je kiffe. Purée, je me rappelle. Ouais, ça date de 1 an et demi, je me rappelle même plus des noms du quartier. Ouais, El Barcha, non mais j'abuse, j'habitais là-bas. À El Barcha, y a tout, il y a de la cuisine turque, syrienne, libanaise et tout. Là-bas, tu peux manger pour 5 euros. Et j'ai fait rue Royale, j'ai fait Joël Robuchon, j'ai fait plein de trucs et tu manges pour 100 euros, 200 euros et tout. Moi, ce que je vous conseille pas, c'est tous les restos hype là de Dubai Mall qui sont chers et pas ouf, genre Ouka et tout. J'ai jamais fait. Voilà, je juge sans connaître. C'est génial, Anya. Mais voilà, moi je pense que c'est pas très très ouf. Il y a plein de trucs à manger. Par contre, à Dubaï, ça c'est génial quand tu découvres pour la première fois. C'est super cool. Et vous savez, moi je suis une meuf des cafés tea time et tout. Au niveau pâtisserie, il y a des trucs. Café, bah c'est le. Il y a des Starbucks Drive d'ailleurs, comme au Canada et aux États-Unis. Ça c'est ma vie. Il y a des drives de tout d'ailleurs, franchement. Donc bref, pour tout ce qui est food et tout, ou même pour voir un petit peu la vie à Dubaï de vos propres yeux, ce que j'y ai fait, vous allez sur Insta, dans mes stories à la une, UAE, life UAE, food UAE, life de UAE, enfin c'est rempli de ma vie à Dubaï. Du coup, moi, pour conclure, et après je prends toutes vos questions. Dubaï, pour moi, ça reste le plus simple pour une première expat quand on veut pas se casser la tête, surtout pour une femme. Comme c'était dit dans les commentaires, Dubaï c'est un émirat parmi tant d'autres. Vous avez plein d'autres émirats, ok? Moi je suis partie à Abu Dhabi, je suis partie à Sharjah, j'ai fait un autre émirat, je sais plus le nom. Voilà, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus authentique, c'est moins surfait. Mais du coup, bah on s'ennuie aussi, en fait. On s'ennuie aussi. Après, voilà, vous avez de quoi faire. Par exemple, je suis partie à Sharjah pour faire des randonnées dans des montagnes. C'était sympa, mais après ça reste, voilà, c'est pas des montagnes avec de la verdure, c'est pas mes montagnes de Kabylie. Mais c'est sympa, il y a de quoi faire si vous avez le temps et tout. C'est quand même un pays qui est très beau et vous pouvez faire tous les Émirats, je pense que c'est vraiment pas très grand. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui décident aussi d'habiter à Sharjah et de travailler à Dubaï parce que Sharjah c'est un peu moins cher. Mais franchement, les bouchons matin et soir, ça vaut pas trop le coup, à mon sens. Et vous pouvez trouver des loyers relativement peu chers à Dubaï en vrai. Enfin, moi je compare à Paris, hein. Bien sûr, vous n'allez pas trouver 400 euros à part si c'est dans une coloc ou un truc comme ça, mais vous pouvez trouver, voilà, ça va pas être 3000 euros, vous pouvez trouver des choses un peu raisonnables. Donc voilà. Après, moi, c'est mon expérience. Les gens qui me connaissent le savent, moi je suis une citadine. J'aime New York, j'aime Tokyo, j'aime Paris, j'aime Londres, j'aime les capitales, j'aime les villes, j'aime Berlin. Voilà, je kiffe. En fait, moi, juste marcher, c'est-à-dire que c'est une activité. Je marche dans la rue et je regarde. Je regarde les gens. J'aime bien quand ça grouille de monde. J'aime la vie. J'aime la ville. J'aime l'agitation. J'aime les gens qui sont posés à des cafés. Je les regarde. J'aime la photo de rue. Donc déjà, la photo de rue, c'est les gens. J'aime les gens. J'aime les théâtres, les expos, les concept stores. C'est ma vie. À Amsterdam, j'ai kiffé parce que je rentre dans toutes les galeries que je vois, tous les concept stores que je vois et tout. Et du coup, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber quand tu sors. Je fais des rencontres, enfin, c'est trop bien en fait. Et du coup, moi, je suis vraiment citadine, je me laisse porter. Voilà, des fois, moi, je sors, je sais même pas où je vais à Paris. Mais tu marches, Paris, c'est tout petit, mais tu marches, il y a toujours des belles choses à voir et tout. Et voilà, donc on peut rapidement se sentir un peu isolé à Dubaï, dans sa villa ou son appartement, son building au 40e étage. Et surtout que moi je suis arrivée pendant la période Covid. Au début on était encore confinés d'ailleurs. Et c'était un peu triste dans ma petite chambre d'hôtel, parce qu'au début j'étais à l'hôtel. Donc voilà. Après voilà, ça c'est les raisons principales pour moi dans ce que j'ai pas aimé. Globalement, si vous l'avez compris, c'est que c'est pas en accord avec mon âme et avec
avec ce qui la nourrit en fait tout simplement. Mais il y a quand même de la douceur à vivre là-bas. Comme je vous disais, je quitte le travail, je vais à la plage, c'est beau, c'est apaisant. Il y a des plages où il n'y a personne. Moi je connais des coins où il n'y a personne. Enfin voilà, c'est pas mal, mais c'est juste qu'il fait chaud. Donc ça, vous pouvez pas le vivre tout le temps, à part si vous n'êtes pas trop sensible à la chaleur, mais je pense pas. Donc voilà, ça reste quand même sympa. Quand le vendredi tu prends ta voiture, tu roules 1h30, t'es à Abu Dhabi, dans la belle mosquée et tout, il y a des choses qui sont cool. C'est juste que c'est bien pour 1 an, c'est bien pour 2 ans aller à la limite, mais pas plus. Moi personnellement, en tout cas dans mon cas, pas plus. Je prends toutes vos questions. Alors, Amel, j'ai postulé en 2019 dans une école Montessori à Dubaï pour le fun et finalement j'ai été prise. Ah, j'ai refusé parce que j'ai 3 enfants, trop compliqué, mais pour l'expérience et l'anglais, j'aurais bien fait 1 an là-bas. J'avoue que ça aurait été super sympa. Et est-ce que l'école, enfin le poste, parce que ça c'est à prendre en compte pour les personnes comment on dit, qui sont parents, c'est le coût de la scolarité pour les enfants. Donc il faut bien vérifier aussi les contrats. Est-ce qu'il y a une aide pour ça? Est-ce que vous devrez tout sortir de votre poche? Et là, on rentre aussi dans tout ce qui est la préparation, avoir des économies, parce que tout ça, ça a un coût au début. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avec 3 enfants, ça peut être compliqué. J'ai une amie d'ailleurs qui travaille depuis septembre et niveau salaire, c'est le double de la France, mais pareil, elle fera 1 an, pas plus. Ouais, par contre, les salaires en général, c'est ça, c'est le double. Mais il y a plein de choses à payer quand tu t'installes. Le loyer, il est un peu plus élevé. T'as la voiture. Moi, par exemple, je voulais pas acheter, j'aime pas me casser la tête avec ce genre de formalités, donc je louais. Donc pareil, ça fait un coût dans le mois. Et en fait, si t'as envie de profiter un petit peu là-bas, bah voilà, tu vas payer des choses, mais globalement, tu peux grave économiser et c'est ça, en général, c'est le double. Moham Degand, c'est quoi un expatrié? Alors, pour moi, la différence entre expatrié et immigré, c'est qu'un expatrié, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller ponctuellement pour le court moyen terme dans un autre pays, et donc on l'appelle expatrié. Il va habiter là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il va revenir ensuite. Et un immigré, c'est quelqu'un qui fait vraiment les démarches pour immigrer dans un pays et qui va rester là-bas sur le long terme en tout cas, qui se projette d'avoir la nationalité ou en tout cas de rester très longtemps. Du coup, le coût de la vie, on l'a vu. Shaimaran, ma mère a déjà fait un séjour à Dubaï, elle a pas du tout aimé. Ouais, pareil, mon père il a détesté. Franchement, il est venu me voir, mais il a dit que ça le branche pas quoi. Oui, Dubaï pour les vacances, encore depuis quelques années, tout a augmenté, ouais, c'est clair. Après, pour les vacances, c'est vraiment cool, hein, franchement, surtout pour faire en famille, je pense que c'est sympa. Voilà, tu loues ta petite voiture, tu fais tes trucs, tu vas manger halal un peu partout et tout. C'est cool, franchement. Zoomaki, les locaux se mélangent avec les expats ou pas du tout? Franchement, pas du tout. Moi, je vais pas mentir, pas du tout. Je parle d'une tendance générale, hein. Vous avez même des expats qui se sont déjà mariés avec des locaux. Genre, je suis une femme sur Insta qui est mariée avec un Émirati et qui vient de France. Donc, ça peut se mélanger, mais globalement, ils restent entre eux. Et voilà, quoi. C'est parce que... Bah ouais, je pense que c'est une culture de l'entre-soi. Ils ont leur culture, ils ont leur truc et tout. Et voilà, ça se mélange pas forcément. Après, par exemple, il y a des Émiratis, il y a des entreprises avec des quotas d'employés Émiratis. Donc, moi, dans mon entreprise, la secrétaire et, on va dire, l'hôtesse d'accueil, elle était Émirati. Donc, il y a des gens qui travaillent, qui font des études. Il y a ça aussi, ils se mélangent plutôt les jeunes à l'université, dans les études, vu qu'il y a des gens de partout. Donc voilà. Est-ce que tu es allé dans les villes aux alentours de Dubaï, aux Émirats? Si oui, il y a une grosse différence de mode de vie. Ouais, du coup, c'est ce que je disais. Il y a une grosse différence. Bah oui et non. En fait, sur le mode de vie, je sais pas parce que je vis pas avec eux. Mais en tout cas, sur l'atmosphère, c'est vraiment plus brut, plus authentique, beaucoup plus calme et du coup, moins de choses à faire, mais beaucoup moins artificiel, en gros. Sharjah, j'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, moi aussi, j'ai aimé plein de trucs là-bas. Kalano, Selem, tu penses qu'il y a du travail dans l'informatique à Dubaï? Bah oui, il n'y a que ça. Franchement, l'informatique, il n'y a que ça. Si tu veux une boîte qui recrute beaucoup parce qu'elle est leader sur le marché de tout ce qui est IT et sous-traitance en fait d'un peu toutes les boîtes là-bas, c'est Chaloub. Donc Chaloub, ils recrutent à mort. Yacine, c'est drôle l'image que se construit la France à l'étranger, ils ont presque de la compassion. Ah clairement, moi les femmes, pour elles,
Pour elles, je peux même pas aller à la salle de sport. Elles ont vu tellement de trucs. Pour elles, on a le droit ni d'aller au sport, ni... Limite, on peut pas sortir de chez nous et tout. Je leur dis, voilà, bien sûr, il y a de l'islamophobie, mais c'est à nuancer quand même. Est-ce que ton salaire suffisait pour y vivre? Bah ouais, clairement. Ça suffisait largement. Après, moi, dans mon contrat de travail, on prenait en charge mon logement. Mais même en payant le logement, ça aurait suffi. Comme je vous ai dit, c'est toi et ton mode de vie. C'est toi et ton mode de vie. Si t'achètes du fromage de chèvre tous les mois, toutes les semaines, alors que c'est un truc cher là-bas, bah ouais, ton salaire, il va pas suffire. Donc voilà. Phare VHS entre Dubaï et le Canada, lequel as-tu préféré? Honnêtement, le Canada. Alors que j'aime pas non plus trop le Canada, mais ne serait-ce que pour le côté nature. Moi, je peux pas m'en passer de marcher dans une ville, en fait. Il y a des écureuils, il y a la montagne, il y a de l'herbe, en fait. Il y a de l'herbe devant chez moi, il y a des fleurs, il y a des arbres. Je peux marcher dehors, il y a des musées. Enfin voilà, moi j'aime bien. Et puis à la proximité avec les États-Unis, vu que je suis une fan de New York, n'en déplaise à certains. Du coup, moi j'ai préféré le Canada, perso. Après, Dubaï, j'aime bien aussi le climat, été et tout, en hiver, enfin le fait qu'il fasse bon. Et au Canada, bien sûr, j'aime pas les moins 30 degrés, donc il y a du plus, du moins partout. Les buildings sont un symbole de richesse dans la société. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, la course aux immeubles. Enfin, c'est là que tu vois que le monde, il est complètement fou. Et ça rejoint tout ce que je dis tout le temps, même sur le travail. Enfin voilà, les humains, ils sont dans une matrice. Ils se lèvent le matin, ils se disent on va faire la tour la plus haute du monde, waouh et tout. Et là, on a concurrencé le monde. Déjà, pourquoi les pays veulent se concurrencer? C'est juste des frontières qui ont été faites par des humains et tout. Ils sont fous. Ouais, il y a Oman à côté, c'est magnifique Oman. J'aime pas les buildings, mais j'aime New York. Bah oui, parce que New York, historiquement et culturellement, c'est un truc de ouf en fait. Je sais pas, c'est le berceau de un peu tout ce qui nous influence aujourd'hui, que ce soit en termes de musique, de films, de cinématographie. Enfin, en fait, ça a bercé notre enfance avec la mondialisation et l'américanisation. Du coup, quand tu marches à New York, bah, en fait, tout te rappelle quelque chose. Je passe devant un truc et je me dis waouh, c'est l'immeuble à Chuck Bass, waouh, mais ça c'est dans tel film, waouh, mais ça c'est ci, ça c'est ça et tout. Et je sais pas, c'est trop un mood. C'est un mood, c'est Brooklyn, c'est Queens, c'est Harlem, c'est tellement riche en culture, en histoire, en, en trop de trucs. Genre, enfin voilà, c'est trop ma vibe. C'est trop ma vibe, mais après c'est moi. Donc voilà. Et après, ouais, il y a building et building, hein. Il n'y a pas de. Le truc, c'est qu'à Dubaï, tu vois que ça, en fait. Comment aimer la ville quand les campagnes existent? Moi, j'aime trop la ville, hein. Franchement, campagne, j'aime bien la nature, mais j'aime bien les petites excursions en nature. Tu peux marcher à New York, il fait pas chaud et tout. Ouais, c'est exactement ça, Myriam. Voilà. Marcher dans les villes pour visiter, profiter de la vue et découvrir les endroits, c'est une activité incroyable. Dire que les gens n'aiment pas marcher, ils veulent tout le temps se poser ou être inactifs. Mais c'est ça. En fait, moi, je suis vraiment une personne de la marche. J'aime trop marcher, en fait. Et tu découvres des choses en marchant, tu rencontres des gens, je sais pas, c'est trop bien. Et du coup, Dubaï, ça m'a vraiment manqué. Donc voilà. Tu peux marcher aussi à Dubaï. Ouais, tu peux marcher à Dubaï, mais bon, tu peux marcher à Dubaï 4 mois. Et il n'y a rien à voir à Dubaï. Tu vas marcher pour faire quoi? Il y a quelques walks qui sont cool, enfin quelques chemins de marche qui sont cool. Voilà, tu vas marcher à La Palme un petit peu, tu peux marcher à Jumeirah Beach, tu peux marcher un peu à Dubaï Marina, mais vraiment il n'y a pas beaucoup d'endroits où marcher. Tu vas marcher pour aller où? En fait, tu vas marcher dans ton quartier, il n'y a rien du tout, il n'y a rien à voir, tu vas rien découvrir. La seule marche que tu fais, c'est Dubaï Mall. En fait, tu veux marcher pour faire quoi? Et bien sûr, tu peux marcher en hiver, mais tu vas marcher le long de la plage en fait, mais c'est tout. J'aimerais faire 6 mois en Malaisie, mais je sais pas comment faire. Ouais, moi, c'est mon rêve d'habiter en Malaisie. Enfin, en tout cas, de m'expatrier pour un court moment. Je veux trop tester la Malaisie. Et du coup, 6 mois, bah, essaye de trouver soit un stage de 6 mois, soit un petit taf, soit de faire des économies et d'aller là-bas, ou de trouver une activité que tu peux faire à distance, digital nomade et tout. J'ai raté le début, du coup, peut-être que tu as dit comment tu as fait pour aller à Dubaï plusieurs mois. Moi, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi, donc j'ai postulé dans une entreprise et j'y ai travaillé, notamment comment ça s'appelle déjà, en VIE.
Je l'ai expliqué 1000 fois. Mais ouais, en VIE. Et du coup, le VIE, je peux expliquer ce que c'est. Mais en gros, c'est des entreprises françaises qui emploient des Français à l'étranger. Et c'est la façon la plus facile, on va dire, de partir à l'étranger pour tester pour les jeunes de moins de 29 ans. Voilà, t'as un salaire qui est défini à l'avance dans une grille, t'as le logement qui est pris en charge, les billets d'avion et tout et tout. Donc voilà, moi c'est comme ça que je suis partie. Il y a un site qui s'appelle Mon VIE VIA et en fait tu postules dessus. Mais voilà, j'avais postulé que à ce VIE et j'avais été prise. Et voilà, bientôt il me faudra des modérateurs parce qu'il y a trop de haters dans le chat. Est-ce que je compte retourner au Canada? Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, la majorité de mes projets sont en France, cette année en tout cas. Donc pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu. J'aimerais bien tester les États-Unis. Et voilà, Canada, j'aimerais bien tester la partie anglophone, genre Toronto, Ottawa et tout. Plutôt. Donc à voir. Mais je sais pas encore. Après moi, du jour au lendemain, hein, je dis ça et puis le lendemain, je peux postuler quelque part et me barrer et tout. Je suis vraiment une personne qui vit au jour le jour. Ça me fait défaut parfois. Mais au moins, je n'ai pas de regrets. Alors, Nourla, salam alaikum, c'est quoi le meilleur truc que tu as fait à Dubaï? Wa alaikum salam. Honnêtement, le meilleur truc que j'ai fait à Dubaï, c'est aller dans le désert par mes propres moyens, dans un endroit où il n'y avait personne, et me poser là-bas en fait jusqu'au coucher du soleil, voir la lune, manger là-bas avec un petit feu, un petit truc et tout, et tu te poses. On avait tout ramené, des coussins, des trucs et tout, et tu regardes la lune et il n'y a pas un bruit. Et il y a des gens des fois qui viennent et tout, puis ils viennent, ils font pareil, ils s'allument leur petit feu de camp, ils prient et tout. Ça, je pense, c'est le meilleur truc que je faisais à Dubaï. C'est le truc qui me faisait le plus kiffer. Ouais, regarder les dunes et le coucher de soleil. J'aime trop. Je travaille dans la compta, du coup, je sais pas si pour aller en Malaisie, prennent des comptables. J'avoue, je sais pas, parce que du coup, la compta, t'es formée aux normes françaises, non? Je pense quoi de vivre en Turquie? Franchement, je sais pas. Bah, déjà, la Turquie, moi, ça me rebute un peu pour travailler parce que, apparemment, de ce qu'on me dit des gens qui habitent là-bas, les Turcs parlent que turc. Il n'y a pas beaucoup de Turcs qui parlent anglais. J'en pense quoi? Je pense que ça dépend vraiment de toi, mais qu'il faut se faire une première idée, hein, y aller en vacances, voir c'est comment. S'il y a des opportunités pro, bah ça peut être cool. À voir, franchement, j'en pense rien de négatif ou de positif. Je connais pas Dubaï, mais j'ai entendu dire qu'il y a deux Dubaï, le côté touristique et le côté traditionnel, il y a une grosse différence. Alors, il y a le côté touristique, ça c'est vrai, et il y a le côté traditionnel, je dirais pas ça parce que c'est pas traditionnel, c'est le traditionnel importé des étrangers. Donc il y a des quartiers pakistanais, indiens, asiatiques et tout, et donc c'est les traditions de chez eux, ça fait un peu plus, bien sûr ça fait un peu plus local, etc. Bah oui, il y a une grosse différence de ouf. Moi, quand je snappais à Dubaï, on me disait ouais, on dirait pas le Dubaï des gens qui vont en vacances à Dubaï. Tellement c'est vraiment simple et tout, ce que je faisais, où j'allais. Donc, ouais, il y a une différence quand même. Et puis, il y a une différence entre la vieille ville et la nouvelle ville. Quand vous allez visiter le Dubai Frame, qui est un grand musée, vous savez, c'est un cadre comme ça, vous êtes au milieu justement de la nouvelle et de l'ancienne ville. Et donc, vous voyez vraiment la différence entre le côté avec tous les buildings et tout, toute la démesure et tout, et l'autre côté où il n'y a que les petits trucs, ça se voit, c'est ce qui était là au début. Et donc, c'est complètement différent. D'ailleurs, c'est un des musées que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, il y a un autre truc qui est trop bien à Dubaï, c'est qu'il y a des chats partout, c'est comme en Turquie. Et moi, j'aime trop les chats. Oh là là, j'aimais trop. Je connais pas Dubaï, mais ah oui, ça j'ai déjà lu. En design, je sais pas comment faire des expatriations. J'ai l'impression que c'est pas aussi avantageux que l'informatique. Franchement, en design, tu peux faire plein de choses, hein, parce qu'il n'y a même pas besoin de maîtriser de ouf la langue ou d'être. Enfin voilà, c'est une culture qui est internationale. Et en vrai, même si tu te mets à ton compte, tu peux faire du design en télétravail pour les Français, mais à l'étranger et tout. Donc moi, je pense qu'il y a des trucs à faire en vrai. Si t'as besoin, je peux être modo. Moi, si tu veux. Ah bah vas-y les filles, je garde. Attendez, je fais une capture d'écran. Je garde vos noms et on va en parler. Parce que moi, je sais pas trop comment ça marche. Mais on me l'a déjà conseillé. Et flemme des fous de Twitch. Ici, c'est une safe place.
Que des good vibes. Vous me laissez tranquille, s'il vous plaît. BAM95, salam alaikum, tu travailles dans quel domaine à Dubaï? L'IT et la gestion de projet. PMO IT. Mam Bousso, rien à voir, mais c'est quoi du coup tes techniques pour prier n'importe où en France? Laissez-la choisir ses amis, c'est mieux. Merci Yacine. Alors les techniques pour prier n'importe où en France, bah déjà avoir tout le temps ses ablutions, même quand c'est pas l'heure de prier, tu refais tes ablutions. Comme ça, t'es sûr que, en fait, à un endroit où il y a un point d'eau, fais tes ablutions. Comme ça, tu sais que quand t'es dehors à un endroit où tu peux pas les faire, t'as toujours les ablutions sur toi. Ensuite, avoir une tenue adéquate, donc soit une tenue que tu portes, soit une tenue que tu peux enfiler rapidement quand t'es dehors. Avoir un tapis. Moi, mais les tapis que j'ai pour dehors, c'est les tapis, vous savez, un peu en plastique qui se plient et qui, franchement, ils font la taille de ça quand ils sont pliés. Et donc ça, tu peux les sortir n'importe où et moi, ça va pas se salir. Je crois que t'en trouves sur internet ou quoi. Moi, j'avais acheté les miens à Dubaï, justement. Ensuite, c'est connaître tous les glitches. Cabine d'essayage, par exemple, commerce musulman, petite rue, et tout et tout. Franchement, à Paris, honnêtement, c'est pas ce qui manque. Moi, enfin voilà, quand c'est l'heure de prier et que tu veux prier, en plus, franchement, il y a du temps entre les prières, il y a ça aussi. Moi, je marche dans des petites rues à Paris et hop, je vois un petit bâtiment, une petite cage d'escalier, une petite entrée où il y a personne. Et voilà. Après, je suis un peu décomplexée, ça veut dire que je le fais et je me dis, ok, peut-être il y a une personne qui va descendre de son bâtiment et qui va me voir. Je fais rien de mal, je suis pas hors la loi, je dérange pas la personne. Si elle me trouve bizarre, bah voilà, tant pis. Et s'il peut... Enfin voilà, après il faut essayer aussi de conserver ta sécurité, hein, mais globalement, pas de souci. Et les cabines d'essayage, je trouve que c'est la meilleure chose pour moi parce que franchement, ça demande aucun effort. Il y a des magasins souvent dans beaucoup d'endroits. Du coup, voilà, ça c'est mes conseils à moi. Après, en entreprise, pour moi, c'est facile si t'es cadre et que tu travailles dans une entreprise normale, on va dire lambda. Il y a des salles de réunion, il y a des escaliers de secours, il y a, voilà, franchement, c'est... Moi, dans mon entreprise, il y a des salles de yoga, des vestiaires et tout, donc franchement, il y a pas de problème. Les chats dans les rues, c'est typique des pays musulmans, ça, bah oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un des compagnons du prophète, que la paix et la grâce soit sur lui, qui a été surnommé l'ami des chats, je crois, Abu Huraira, non? Je crois que ça veut dire ça. Par contre, les chats là-bas font trop de peine, rien à voir avec la Turquie où ils sont sereins, nourris, etc. Ouais, c'est vrai, ils sont tout mignons, genre tout frêles. Et aussi faire plein de dua, oui, voilà, plein d'invocations pour que Allah te facilite et Inch'Allah il va te débloquer des solutions. Yacine, aussi quand t'es souvent dans les mêmes endroits, il faut essayer de repérer des endroits safe pour que tu puisses prier tranquille. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, quand t'arrives quelque part, tu fais ta veille. Tu regardes tout. Quand t'arrives dans une entreprise, tu regardes tout. Tu essayes de voir s'il n'y a pas des musulmans qui sont déjà passés par là et tout. Mais franchement, globalement, on n'a pas... Enfin, voilà, si on s'y met... En tout cas, à Paris. J'avoue qu'après, moi, dans les campagnes, je connais pas énormément. Ça se peut que c'est méga islamophobe et que c'est super dur. Donc j'avoue, je parle que de ce que je connais. Chat ici, mes salles de réunion sont toutes vitrées. Eh ben, Inch'Allah, tu vas trouver autre chose. Après, c'est ta... Moi, ils sont vitrés, mais il y a un peu d'opacité à certains endroits, tu vois. Mais bon, après, tu peux toujours voir avec ton entreprise. Hein. Moi, je sais que mon entreprise, elle l'autorise. Donc, si quelqu'un me demande quelque chose, c'est écrit dans le règlement, en fait, que j'ai le droit. Donc, voilà, ça aussi, c'est un très bon conseil. Intégrer des environnements qui sont ouverts à la diversité. Mais vous n'aurez même pas à vous poser ces questions-là. Et voilà, je pense que dans les campagnes, ils ont plus d'endroits tranquilles, justement, comme c'est plus calme. Oui et non, parce que là, je parle pas de campagne genre champ, mais par exemple, t'es dans une ville comme Troyes ou Clermont-Ferrand, genre c'est la ville, quand t'es dans la ville, et si t'es au travail, je sais pas, dans un petit bâtiment, et tu sors, et tu vas aller dans une petite rue, mais il y a que des personnes âgées qui regardent BFM TV et tout, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Dubaï? Est-ce qu'on a fait le tour ou pas? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a donné envie de vous expatrier? Est-ce que tous ceux qui sont arrivés en cours de route, vous allez bien aussi? Je crois pas que Clermont-Ferrand soit si campagne que ça. Oh Yacine, tu sais, moi, malheureusement, je suis le stéréotype de la parisienne. À 200%. Tout ce qui n'est pas Paris, c'est la campagne, à part Marseille. Et Lyon et Lille. Voilà.
Là, je vais me faire plein d'ennemis, mais pour moi, non. Tout est une campagne. À partir du moment où il y a 2 magasins, un restaurant... Même Lille, ça va, il y a un métro. Moi, déjà, une ville, quand elle a un métro, c'est pas trop la campagne. Donc, Marseille, il y a un métro. Lille, il y a un métro. Lyon, je pense qu'il y a des transports développés. Voilà, Lille, quand même, il y a des centres commerciaux, il y a des trucs à manger et tout. Ça va. Après, c'est petit. Moi, je peux pas me plaire dans des villes comme ça. Je peux me plaire que à Paris. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent italien. Toulouse, il y a un métro. Ouais, Toulouse, c'est... Voilà. Souhaïli. Marseille, il y a 2 lignes. Ouais, mais Marseille, je peux pas l'enlever. Je peux pas l'enlever. Marseille, c'est le sang. Marseille, c'est ma ville de cœur. Si j'aurais pu naître là-bas, ça m'aurait pas dérangé. Marseille, c'est trop gang. J'aime trop. Donc, même s'il y a 2 lignes, c'est la ville. Voilà, c'est pas la campagne. Swahili, je ne sais pas si tu as répondu à la question. Est-ce que le fait de vivre dans un pays musulman t'a permis de t'élever spirituellement ou au contraire, tu trouves qu'on en apprend davantage en France avec les conférences, etc. Alors oui, j'ai répondu. Donc pour plus de développement, tranquille, tu iras voir le replay, mais je te réponds parce que la deuxième partie de ta question, je pense que je ne l'ai pas trop bien abordée précisément. Est-ce que ça m'a permis de m'élever spirituellement ? Personnellement, non, pas spécialement. C'est-à-dire que ce qui m'a permis de m'élever spirituellement, c'est les routines que je mets en place et que je pouvais mettre en place en France également et tout. Le fait d'avoir des facilités dans certaines pratiques et certains actes d'adoration m'a pas élevé, même si c'était sympa. Et au contraire, du coup, oui, je trouve que j'en apprenais davantage en France puisque j'ai mes cours à la mosquée, mes cours avec des profs que j'aime beaucoup, des sœurs, des femmes musulmanes qui sont mes amies que je peux rencontrer et avec qui on peut échanger. Donc ouais, clairement, franchement, on a un bel écosystème, même si on n'a pas l'impression en France et à Paris de choses qui se fait et qui contribuent en tout cas moi à mon bien-être spirituel. Il y a des villes où il y a plus de choses, mais voilà. Donc moi, perso, je préfère être là. Après, il y a des villes où il y a encore plus de choses. Hein. Dallas au Texas, alors là, c'est la plaque tournante de la science anglophone et c'est incroyable. Ajar, ça ne m'a pas donné envie, trop fake pour moi. Ouais, bah je suis d'accord. Hein. Même s'il y a des côtés cool. C'est cool si ta tante elle vit là-bas. Parce que moi en vrai j'aimerais bien y retourner en vacances. Mais le problème c'est que j'ai trop tiré sur Dubaï. J'ai trop dit que j'y retournerai plus jamais, que je mettrai pas un pied là-bas. Mais des fois quand je regarde les billets d'avion et que l'aller-retour il est à 150 euros, ça me donne envie quand même. Inès, merci. Salam Ania, salam Inès. Merci pour ton premier commentaire sur le chat. Merci pour ce live très intéressant. J'ai définitivement envie de m'expatrier pour un VIE après mon Master 2. Inch'Allah, ton témoignage était super intéressant. Bah top, franchement, je t'encourage à le faire. Déjà, pourquoi ? Parce que vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas testé. Déjà, premièrement, moi, malgré beaucoup de négatifs que j'ai vécu là-bas, j'ai plus appris sur moi en 1 an et demi que je pense en 6-7 ans. Vraiment. Ça m'a fait tellement évoluer dans ma connaissance de moi, dans certains défauts, dans vraiment de choses. C'est une introspection de s'expatrier toute seule en plus à l'étranger pendant un temps, au moins 1 an, c'est un truc de fou. Donc déjà, vous allez rien perdre. Professionnellement, sur mon CV, je peux vous le dire que c'est super apprécié. Mais vraiment, il n'y a pas un entretien que je fais où on me dit pas genre... Enfin voilà, c'est l'expérience sur laquelle on s'arrête le plus. Donc c'est vraiment cool pour votre CV. Et ensuite, vous n'avez rien à perdre. Ça veut dire que vous pouvez toujours y aller et vous pouvez toujours partir en fait. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois que je fais un truc et je le dis tout le temps en conseil à tous les petits que je connais. C'est en gros, prenez des risques, je vous le répète tout le temps, parce que rien n'est irréversible. Demain, tu prends tes valises, tu pars, c'est pas grave. T'aimes pas, tu romps ton contrat, tu rentres chez tes parents et c'est tout. Et même si c'est pas chez tes parents, c'est pas grave. En gros, voilà, mais il faut tester en fait, parce que si tu testes pas, tu sauras jamais si t'aimes ou t'aimes pas, tu vivras qu'avec des regrets, tu sors pas de ta zone de confort, parce qu'il y a ça aussi. C'est bien d'être dans son taf 2, 3, 4 ans, mais quand c'est tout le temps la même chose, il n'y a pas de changement, pas d'évolution, du coup t'ébranles pas et tu mets pas en difficulté tout ce que tu connais et tout, bah franchement tu peux pas évoluer, hein. C'est un cœur qui est pas mis à l'épreuve, il peut pas évoluer. Ça c'est clair et net, donc voilà. Franchement, si vous pouvez faire ça, faites-le.
parce que ça va vous permettre de découvrir énormément de choses et de savoir ce que vous aimez ou pas. Moi, avant, je me voyais, par exemple, vivre à Dubaï sur le long terme, mais en fait, pas du tout. Je croyais que j'étais pas famille et que mon introversion et ma solitude, elle rentrait ma famille dedans. Et en fait, pas du tout. Ils m'ont manqué, mais comme pas possible. Et ça aussi, c'est un truc, hein, parce que vous ratez tout quand vous êtes expatrié. Vous ratez les anniversaires, vous ratez les naissances, vous ratez les repas de famille. Donc, je l'avais déjà dit, mais en gros, vous êtes que en fast time, on vous pousse dans un coin de la pièce et vous parlez avec tout le monde. Mais c'est tellement nul. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé à Dubaï et je suis contente d'avoir réalisé ça à 25 ans et pas à 40. C'est que pour moi, l'essentiel de la vie est concentré dans nos relations avec nos proches. En tout cas, pour moi. Et une vie qui est éloignée de mes proches et où je ne les côtoie pas et je ne profite pas d'eux au quotidien est une perte de temps. Clairement, c'est ce que je ressens quand je suis en expatriation. Ça veut dire que je me lève, je vais au travail, je rentre chez moi, je mange, je me lave, je profite toute seule. Mais en fait, au bout de 2 ans, par exemple, mais qu'est-ce que j'aurais gagné à part de l'expérience professionnelle? Enfin, je sais pas. Je pense pas qu'à 60 ans, ou quand mes parents un jour seront plus de ce monde, que Dieu préserve nos parents, mais je pense pas que je me dirais ah trop bien, j'ai perdu 2 ans de ma vie à ne pas être à côté d'eux, ou j'ai perdu 2 ans par exemple à pas voir ma nièce grandir et à rater ses premiers pas, ses premiers mots et tout. Donc voilà, pour moi l'essentiel en tout cas maintenant de mes valeurs, vraiment vraiment vraiment, c'est d'être à côté de ma famille. Et je peux concevoir qu'il y a des gens qui s'en fichent de ça et il n'y a pas de problème, ou il y a des gens qui s'expatrient avec leur famille, avec leur époux, leur enfant, et c'est ça leur noyau familial. Mais moi, mes parents, ma soeur, ma nièce, mon neveu et mes amis proches, pour moi c'était trop important en fait de vivre au quotidien avec eux. Et une vie sans ça, pour moi, elle n'a pas de sens. C'est les gens qui te connaissent et c'est les gens que tu connais. Mais je sais pas en fait, j'arrive même pas là à faire la boucle. Je me dis, en gros, quand t'es à l'étranger, tu vas au travail, tu rentres, ça veut dire que en fait ta vie c'est ça, c'est le travail. Du coup, faut vraiment kiffer son travail pour se sentir valorisé dans ça et avoir pas l'impression que c'est une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps totale. Attendez, mon téléphone, mon ordi va s'éteindre. Je vais le mettre à charger. Restez là. Où il est le chargeur? Il est là. Ah, mince. Attendez. Je fais n'importe quoi, moi. Sinon, on va finir la soirée dans le noir. Hein. Attendez. Hop. Voilà. Donc, je suis là. Je disais. Je pense que vous m'entendez encore bien. Donc voilà. Voilà, pour moi, c'est ça. Ouais. J'ai beaucoup débité. Je sais même plus j'étais partie d'où. Désolée. C'est quoi la différence entre VIA et VIE? VIA, c'est volontariat international, je crois, en administratif ou un truc comme ça. En gros, c'est lié au secteur public, les ministères, les agences françaises à l'étranger et tout. Et VIE, c'est en entreprise. Qu'Allah nous accorde la hijra, Amin. Après, moi, je suis très en accord avec le fait que l'expatriation, comme le pèlerinage et tout, c'est très interne. Et en fait, je trouve le but de l'islam, c'est de pouvoir être en pèlerinage constant dans le monde. Donc pouvoir se sentir bien spirituellement où qu'on soit, parce qu'on ne peut pas être assuré d'être quelque part où ça sera très facilité. Et puis il y a des gens qui pourront jamais le faire. Donc voilà, mais Amin. Des fois dans les pays musulmans, c'est tellement la norme, l'islam, que les gens ne cherchent pas à s'élever. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup la tradition islamique et moins cette recherche... parce que l'islam en France, c'est une relation très très particulière. Moi, quand je lis les sociologues à ce propos et tout, c'est très particulier. Il y a du pas bon, mais c'est pas grave hein, que Dieu fasse qu'on soit meilleur. Mais il y a aussi du très bon. Il y a du très bon parce que c'est pas l'islam... c'est pas un islam de notre naissance pour beaucoup. Et du coup, il y a énormément de choses qui se mettent en place individuellement dans la recherche de spiritualité. Marwa, wa alaikum salam, ça va. Est-ce que je pourrais traiter le sujet de la mixité dans un mariage? Toi, tu veux que Bassem me termine. Ça, c'est un envoi dans la sauce d'un coup comme ça. Elle s'est dit, hop. Non, je rigole. Bah, je sais pas ce que je pourrais dire en vrai. Hein. Moi, je suis en accord avec les valeurs islamiques qui est que ça n'a pas forcément
voilà, c'est pas interdit de la mixité dans un mariage, mais je peux comprendre qu'il y ait certains qui préfèrent pour différentes raisons et faciliter ne pas se mélanger, etc. Et par contre, le racisme, c'est proscrit, et voilà, discours très équilibré et logique, on va dire. Tu aimerais visiter quel pays prochainement? En fait, le problème, c'est que quand je commence à citer des trucs, je cite un million de choses. La Corée, Singapour, le Japon, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, San Francisco, Berlin, Copenhague, ça c'est des villes, Kenya, Turquie. Non, je suis en train de citer tous les pays du monde en fait. Voilà. Mais globalement, je pense vraiment le Japon, Tokyo. Un cœur qui n'est pas mis à l'épreuve ne peut pas évoluer. Non mais vraiment. Et d'ailleurs, Dieu souvent nous envoie les épreuves qui nous correspondent et qui servent à façonner des défauts de nous. Ça, c'est un conseil que donne mon prof, c'est quand vous voulez trouver quelque chose sur lequel travailler, eh ben, il faut regarder les épreuves que vous subissez. Souvent, Dieu vous envoie des choses pour travailler quelque chose. Il faut vraiment faire des rétrospections et des introspections et regardez, vous faites pause dans votre vie et vous dites ok, quelle épreuve Dieu m'a envoyée, qu'est-ce que j'avais besoin de travailler à ce moment-là. Et de toute façon, Dieu, vous savez, il nous éprouve pour nous polir, et du coup vraiment un cœur qui n'est pas mis à l'épreuve ne peut pas évoluer. Et des fois nous on a besoin de sortir de notre zone de confort pour évoluer, vraiment c'est super important. Ton point solitude et introverti m'intéresse, ça change vraiment d'être seule dans un autre pays par rapport à nos relations. Yacine, dis-moi ce que tu veux dire par rapport à ça. Moi je suis introvertie plus, donc genre je sais pas, je pense 90%. Je suis vraiment très introvertie, très solitaire, je fais tout toute seule, et c'est pas en mode une fierté, hein. Je l'ai dit dans mon podcast sur le culte de la solitude, chacun a sa personnalité, mais moi je vais au ciné toute seule, je mange toute seule, je vais en voyage toute seule, je m'expatrie toute seule, je sors toute seule et tout, et je kiffe. Mais j'aime bien les petits temps où je vois ma famille et où je vois mes potes. Voilà, c'est pas l'essentiel de mon emploi du temps, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc quand il y en a aucun et que la solitude elle est subie, en fait c'est ça je pense la diff, la solitude elle est subie et t'as vraiment aucune marge de manœuvre, bah c'est un peu différent, je pense. Mais il y a des gens qui le vivent très très bien. Moi, mes collègues, ils étaient tout seuls et ils le vivent très très bien. Du coup, t'as dit je suis très introvertie et solitaire, et du coup je me dis que seule à l'étranger je ressentirai jamais le manque de ma famille. Bah c'est ça, moi je me disais la même chose. Quand tout le monde me disait mais tu vas faire comment et tout, je disais bah franchement j'ai même pas besoin de les appeler, donc tu crois que j'ai besoin de les voir et tout. Mais je me suis découverte en fait là-bas. Et je te jure que quand je suis rentrée, ça a tout changé en fait, mon point de vue par rapport à ma famille. Et alhamdoulilah, je perds plus un moment en famille quand je peux le passer. Ça m'est déjà arrivé, je sais pas, par exemple, d'être avec des potes et je sais pas, mon père il m'appelle, il me dit ah bah tiens, on avait prévu le barbecue et tout, tu sais, j'ai oublié. Et genre, je dis, un jour j'étais au cinéma et je dis ah bah désolé, en gros, mon père, je vais manger avec lui. Et vraiment, tout a changé dans le, voilà, le prisme par lequel je voyais ma relation à ma famille, qui était très, voilà, tranquille, je suis introvertie, solitaire et tout. Non, en fait, maintenant, je profite de tous les moments que je peux avec eux, parce que quand j'étais à l'étranger, vraiment, je l'ai subi. J'ai subi parce que t'as aucun repère en fait. Ton seul repère dans le monde c'est ta famille, tu vois. Et ou de la famille que tu t'es construite, pour ceux qui en ont pas, y a aucun problème. Du coup voilà. Salam alaikum, tu pensais quoi de ton expérience à Montréal? Wa alaikum salam. Alors Montréal, moi c'était pendant mes études, parce qu'après quand j'ai réhabité au Canada, c'était pas à Montréal. Et franchement, sans plus, hein, francophone, culture franco-française, nature intéressante, proximité avec New York intéressante. Il y a de la culture. Moi, ce que j'aime dans le Canada francophone, c'est qu'il y a beaucoup de culture, beaucoup d'activités culturelles, d'histoire, de musées et tout. Donc ça, j'aime beaucoup. Globalement, voilà, j'ai pas adoré au point de rester habiter là-bas, mais j'ai pas détesté rationnellement. Voilà, ça allait. Elle est trop inspirante, merci. C'est possible de faire un VIE avec sa conjointe, totalement. Ça dépend des contrats, ça dépend des pays, mais parfois on peut donner un visa à ton époux ou ton épouse, si vous êtes mariés bien sûr civilement. Juste en fait ce qui va dépendre selon le contrat et selon le pays, c'est est-ce que ce conjoint ou cette conjointe aura le droit de travailler, donc est-ce qu'il aura un permis juste d'accompagnateur ou est-ce qu'il aura un permis de travail.
au cas où, voilà, si ça peut vous intéresser. Parce que parfois, avec un salaire dans un pays, on ne peut pas vivre. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Et il faut regarder aussi dans les contrats, est-ce qu'on prend en charge ses dépenses à lui, de bagages, d'avion, etc. Ou si c'est juste vous. Mais oui, c'est totalement faisable. Est-ce que ça veut dire que tu vas arrêter de partir sur des longues périodes à l'étranger? Non, clairement non. C'est juste que bah là, les projets que je fais, ils sont clairement à Paris. Il n'y a pas plus à Paris que ça. Il y a pas de... Il y a des trucs que je fais à distance, mais il y a des choses qui seront là en physique, en réel, matériellement. Donc pour l'instant, je ne pourrais pas partir, en tout cas dans les premiers mois. Quand je pourrais déléguer, oui, potentiellement. Mais vraiment, moi, je suis... En 2 secondes, je change d'avis. Hein. Je vous jure, des fois, je suis posée et d'un coup, je suis sur LinkedIn et je mets PMO, Malaisie, Tokyo, machin et tout. Donc on n'est pas à l'abri. Après, mon rêve, ça serait plutôt d'y aller sans travailler. Donc voilà, pouvoir travailler 6 mois et partir 6 mois et tout et tout. Donc je pense que, Inch'Allah, c'est ce que je ferai. Alors, Sénas, je veux partir travailler à l'étranger avant la fin de l'année. J'en rêve depuis presque 10 ans. Mais mon grand problème, devoir quitter mes parents, mon neveu qui vient d'arriver, etc. Mais si je pars pas, je vais regretter. Ouais, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices à voir. Est-ce que tu veux partir combien de temps? Essaye de couper la poire en deux. Si tu peux partir ne serait-ce qu'un petit temps, ça peut être cool, tu vois. Parce que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. En gros, si je devais retourner en arrière, je dirais pas que je le ferais pas. Hein. Je le ferais. Ça, c'est clair. Je le referai. Comme j'ai fait, je referai. Amal, moi je me suis plus élevée spirituellement quand je suis venue en France alors que je suis de base d'un pays musulman. Et ben ça m'étonne pas, franchement honnêtement. Sinon coupe la poire en deux, voilà c'est exactement ce que j'ai dit, YKT, on est super connectés. 3 mois en Malaisie c'était court mais en même temps suffisant, franchement mais grave. 2-3 mois dans un pays déjà tu fais beaucoup de choses, donc c'est vraiment pas mal. La chômeuse, alaykoum salam. Donc Sénas, elle dit, je pense pas partir pour toujours, mais 3-4 ans, en gros, je veux profiter des PVT avant mes 30 ans. Mais je veux partir long terme parce que je trouve que partir en mode voyage seulement, même pendant plusieurs mois, ça reste un peu superficiel. C'est vrai que c'est pas comparable quand tu vas en vacances et quand tu travailles, parce que quand tu travailles, tu découvres vraiment la vie et toutes les difficultés auxquelles tu peux te confronter, que ce soit du côté administratif, du travail et tout. Tu découvres vraiment les gens, donc c'est pas comparable. Par exemple, moi à Dubaï, toutes les formalités administratives que j'ai fait pour avoir mon Emirates IG, franchement c'était relou. Les visites médicales, les trucs et tout. Bah d'ailleurs, à Dubaï, il y a plein de maladies, si vous les avez, vous pouvez pas vous expatrier là-bas. Notamment le sida, mais d'autres choses. Donc ça aussi c'est des trucs à vérifier et tout. Alors Yacine, est-ce que tu es en quête d'un pays où vivre ta vie ou tu es juste pour avoir des expériences différentes? Oui, j'ai bien compris la nuance. Moi, c'est vraiment juste pour avoir des expériences. Je me vois finir ma vie en France, auprès de ma famille tout simplement, et là où j'ai mes repères, là où je kiffe. Moi, j'aime trop Paris, j'aime trop Paris. Donc voilà. Après, ma retraite, je la vois dans mes montagnes en Kabylie, hein, face à la mer, avec mes moutons, mes poules et tout. mais sinon, c'est juste pour avoir différentes expériences. Dans ma bucket list des choses à faire avant de mourir, il y avait habiter dans 3 pays différents. Bon là c'est quasi fait on va dire si on prend en compte que la France c'est un pays. Mais bref, sinon il m'en manque un. Mais voilà, j'aimerais bien habiter en Malaisie 1 an, j'aimerais bien habiter à New York ou en tout cas aux États-Unis. J'aimerais bien habiter après dans un pays soit Japon, soit Singapour, Taïwan aussi pourquoi pas. Et vraiment juste pour avoir différentes expériences parce que je sais que j'aurai toujours le mal du pays. C'est impossible que je sois dans un pays et que je m'y attache au point de rester là-bas toute ma vie. En fait, ce sera que de la souffrance au bout d'un moment. Et je vais me dire, bah, pourquoi je rentre pas? Moi, je veux mon... Vous savez, les premiers trucs que je fais quand je rentre, c'est aller manger un flan, du brie, du pain. Enfin, vous vous rendez pas compte, genre des habitudes qu'on a en France. Genre du bon pain, une boulangerie. Il n'y a pas de boulangerie dans les autres pays, les gars. Il n'y a pas de boulangerie. La boulangerie où j'allais quand j'étais à Dubaï, c'est Paul. Et il y en a 3, hein, et c'est tout. Hein. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de... Célèbre, franchement, New York, c'est pas si fou. En vrai, tu peux avoir tellement mieux dans d'autres états. Moi, je surkiffe. New York, j'ai fait 8 fois. C'est ma ville de cœur. J'ai fait d'autres villes hein, aux États-Unis. J'ai bien bougé, mais franchement, moi, New York, j'aime trop. On s'en lasse jamais. Après, pourquoi pas habiter pas trop loin dans peut-être d'autres villes à côté et aller souvent à New York. Je sais pas, mais moi, je surkiffe. Je m'en lasse pas.
Salam alaikum et Dosh, quand je t'écoute et je vous lis tout, j'ai l'impression que vos choix sont guidés par votre âme uniquement. Moi, ils le sont clairement par mes parents. J'ai le même âge que toi, Anya, mais j'ai pas vécu un dixième de ce que tu as vécu et ça me bouffe. Mais quand on est une fille, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, ça me déprime. Alors déjà, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où des fois, on n'est pas maître de ce qu'on vit. Ça, c'est réel. Et dans certaines familles très traditionnalistes, pour une fille et pour des garçons aussi, des fois, ça peut être difficile et t'as pas la main sur ce que tu fais, sur ton mariage, sur tes études, sur ton travail. Moi, j'ai des copines à moi qui n'ont pas pu aller au bout de leurs études parce qu'il fallait aller dans une école de commerce qui était, je sais pas, la plus réputée, hein, dans le top 1, top 2, top 3, mais que c'était dans une autre ville. Donc, il y a des trucs comme ça. Et malheureusement, il faut faire avec. Il faut essayer de composer avec le mindset, on va dire, de ta famille. Mais en même temps, il faut quand même que tu apprennent sans manquer de bons comportements, c'est une nuance très importante, à, à discuter avec eux, à échanger, à faire comprendre un petit peu tes envies, ton point de vue, petit à petit, avec Edeb. Il faut quand même que tu passes pas à côté de ta vie, tu vois. Donc pour ne pas avoir de regrets, je pense qu'il faut quand même que, voilà, t'essayes peut-être des choses, nuancées, tu vois. T'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde, mais essayer de voir avec eux. Moi, je sais pas, j'ai une copine, ses parents voulaient pas qu'elle voyage. Et en gros, bah, elle a parlé avec eux. Ce qui leur faisait vraiment peur, c'était la sécurité et tout. Et genre, elle leur a fait un carnet où elle expliquait où elle allait, exactement dans quel hôtel, dans quel truc, les numéros, tu vois. Et bref, ça les a calmés. Bien sûr, voilà, c'est nuancé, ça dépend de la rigidité des familles et tout, mais je comprends. Et il faut pas être frustré. J'ai vécu certaines choses, mais voilà, c'est parce que j'ai des parents qui sont complètement ouverts et qui, au contraire, me poussent en fait dans ce genre d'expérience. Mais bah, y a plein de... Pas des défauts, mais voilà. En gros, chaque éducation a ses avantages et ses inconvénients. Du coup, moi, j'ai eu une liberté totale. J'ai dû m'éduquer moi-même à me mettre des limites, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, sois pas frustré. Je pense que t'auras ton heure. Chaque chose arrive à un moment parce que tu vas grandir. Et du coup, il n'y a pas de temps perdu, t'inquiète pas. Tu vas grandir et je pense qu'à un moment, tu pourras faire tes propres choix. Mais juste impose-toi quand même un petit peu. Essaye de voir en fait ce qui leur fait peur, en fait, comment ils guident tes choix. Est-ce que c'est toi qui te mets la pression en mode je dois faire ça pour mes parents, ou est-ce que c'est vraiment eux qui sont très stricts et du coup c'est une autre chose. Alors j'ai l'impression que les États-Unis c'est trop boulot et capitalisme. Comme j'ai pas travaillé là-bas, j'avoue je sais pas, vu que c'était que en vacances et comme on le disait, les vacances et habiter dans un pays, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que tes expatriations t'ont le plus apporté? La connaissance de moi-même, clairement. Clairement. Attendez, parce que je vous vois pas bien le chat. Alors, je suis un gars et je te rassure, c'est pareil, moi j'ai le même ressenti, j'attends de pouvoir enfin avoir l'occasion de tout ça. Voilà. Il y a aussi des gars qui sont dans ce cas. Et il faut composer avec ça, faites ce que vous pouvez de chez vous. Il y a des trucs à faire, hein. Il y a des projets à mener, il y a des trucs et tout. Et voilà, essayez de discuter, d'être force de proposition et tout. J'étais pas sûre d'aimer New York. Je me demandais si c'était pas surfait, mais j'ai adoré. Je rêve d'en vivre, mais ça me paraît impossible, trop difficile. C'est pas difficile dans le sens où il y a quand même du taf là-bas. Mais voilà, par exemple, moi, l'anglais américain, j'ai vraiment du mal. Je me vois pas taffer en anglais américain toute la journée et toute la semaine. Donc, ouais. Moi, je pense que j'aimerais bien habiter à New York en femme au foyer. Et projet en mode digital nomade, sur mon ordi et tout. Mais je pense pas que j'aimerais travailler vraiment là-bas. Mais après, c'est pas du tout impossible, hein. Je connais même des gens qui se sont expatriés là-bas et qui se sont mariés avec des gens de là-bas. Bon, je connais des gens de tout, hein. Je connais aussi une fille qui est partie au Canada pour 1 an et qui s'est mariée avec un Canadien. Enfin bref. Donc je pense que c'est possible. Il faut justement avoir des rêves pour se fixer des objectifs et vivre d'espoir en fait. C'est trop important d'avoir une vision. C'est vraiment la vision d'un rêve qui te fait te dépasser. Tu vois, si tu te dis que tout est impossible, bah tu glow up en rien. Moi, c'est le fait de me dire que ouais, c'est possible d'habiter à New York, qui me fait par exemple bosser mon anglais un peu tous les jours, d'écouter des podcasts en anglais, d'écouter ci, d'écouter ça et tout. Sinon, bah en fait, j'aurais pas d'objectif. Je me dirais, de toute façon, je vais rester en France toute ma vie, tout est impossible. Mais en vrai, non, il n'y a rien qui est impossible.
On est des Français, on a un passeport qui est pour le coup très open. Il y a la possibilité de faire des études, tout est accessible. Tu veux apprendre l'anglais, il y a des formations. Non, franchement, c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Mais rien n'est facile dans la vie. Ça, je peux vous le dire. Professionnellement, voilà, quand tu veux réaliser des rêves, il n'y a pas de réalisation de rêve sans sacrifice. Sinon, tout le monde ferait tout ce qu'il veut. Voilà, c'est du travail, c'est difficile, c'est des sacrifices. Mais à terme, bah, il y a du bonheur. De toute façon, c'est comme le sport. Tu souffres pendant ta séance, mais quand tu vas regarder ton corps, tu le kiffes. Ou à 60 ans, tu seras en très bonne santé. Et voilà, c'est effort amène résultat. C'est complètement normal. Je trouve ça super cool que ton mariage ne te limite pas dans tes expériences. Ah mais oui, moi, c'est... Enfin, de toute façon, faut être avec un compagnon qui nous correspond. Mais c'était vraiment notre ligne de conduite. Vraiment, on est jeunes. On va potentiellement, s'il plaît au divin, vivre ensemble jusqu'à qu'on meure en fait. Du coup, on s'est dit, mais on va être 30, 40, 50 ans ensemble. C'est pas grave si on rate quelques mois parce que toi, t'as tes projets, moi j'ai mes projets. Donc voilà. Pour moi, c'était essentiel de pouvoir faire ce que je veux et qu'il fasse ce qu'il veut. Et voilà. Donc ça, pour le coup, nous, on était trop en phase. Bien sûr, si vous n'êtes pas en phase sur ça, bah déjà, il faut en parler avant le mariage. Et après, il faut faire des compromis, ça c'est clair. Il faut discuter. Comme je le dis souvent, il faut qu'aucun des deux ne se sente lésé. À partir du moment où quelqu'un se sent lésé ou qu'il a l'impression de faire des sacrifices qui lui pèsent trop, c'est pas bon. Ça, c'est un vase qui va déborder à un moment et beaucoup de regrets et de rancœur qui vont s'accumuler. Mais voilà, en tout cas, non, nous totalement en phase sur ça. Pour pas avoir de regrets, justement. C'est pas à 35 ans tu vas reprocher à l'autre ouais, j'ai pas pu vivre ça, j'ai pas pu faire ci, je regrette et tout. Donc voilà. Et en effet, Yacine il dit on peut faire des live Twitch. Ouais, c'est déjà très très bien. Ça fait du bien parce qu'il y a de plus en plus un discours de dépendance plus et des conformismes qui revient. Comme tu dis, ça va sortir à un moment malheureusement. Ouais, c'est ça. Après, chaque couple a son schéma et son organisation. Il n'y a pas une organisation type. Moi, je vais pas vous dire, ouais, c'est trop bien, en gros, il faut que vos maris soient comme ça, sinon c'est pas bon et tout. Non. Chacun se gère et chacun est heureux d'une façon ou d'une autre. Et la mienne, c'est pas celle des autres, etc. Donc voilà. Et tu m'as dit, wa alaykoum salam, OSM les chats, comment savoir que c'est le bon? Ça, on fera un autre Twitch. Hein. Sinon on va perdre tout le monde. Et d'ailleurs, j'en parle en vrai de vrai, si tu me suis sur Insta, dans mon podcast Le Mariage. Et franchement, j'en parle vraiment 30 minutes, je viens de m'en rappeler, de comment aborder le mariage, comment savoir que c'est le bon. En une phrase, en gros, c'est un matching entre le cœur et la raison, tout simplement. Il correspond à tes critères et ton cœur te fait sentir que c'est ok. Donc Dieu insuffle en toi ce feeling qui te fait dire c'est le bon. Mais il faut que la raison, elle soit d'abord validée avant et les critères, les grandes lignes que vous correspondiez. Voilà. C'était tout pour moi. Je vais vous laisser. Je vais aller manger et tout et vaquer à mes occupations. Et voilà, bon courage pour toutes vos épreuves et toutes vos montagnes de cette semaine. Si vous avez des questions, bah, c'est pas grave, vous pouvez même les laisser dans le chat ou au prochain live si vous pensez à des trucs, vous me dites Inch'Allah. Et j'espère que ça vous a servi, que ça vous a plu. On se retrouve soit mercredi ou jeudi, comme là j'ai décalé tout le planning pour discuter. Et voilà, fin de semaine, on va regarder un autre docu et ça va être trop cool. Je lis vos derniers commentaires. L'autre jour, tu parlais d'aller à Dallas pour assister à des assises, mon rêve. En vrai, ça serait grave un projet trop cool de partir en groupe de sœurs pour y assister. En mode retraite spirituelle. Ouais, ça serait trop bien, j'avoue. C'est grave bien. C'est juste, il faudrait vraiment avoir les fonds nécessaires. Et voilà. Mais ça, c'est cool. Franchement, organise ça. Organise ça. Y a des parents qui limitent leur enfant dans leur voyage alors qu'ils ont eu même tout quitté pour aller en France. Ouais, mais après des fois il faut pas leur en vouloir, y a beaucoup de peur. En tout cas pour les plus je sais qu'il y a des parents, c'est pas de la peur, c'est vraiment juste parfois faut le dire, hein, il y a des exceptions où c'est malsain, où ils veulent pas que leur enfant vive des choses, il y a même des fois de la jalousie, etc. Mais la plupart des parents qui sont sains, c'est de la peur. Surtout pour les filles, c'est de la peur, à l'étranger, on se dit, est-ce qu'il va pas lui arriver quelque chose? S'il lui arrive un truc, je suis pas là pour l'aider, etc. Donc voilà. Merci à vous, c'est vous qui êtes intéressant, c'est vous qui échangez et tout, enfin voilà.
Et voilà, donc trop bien, gros cœur sur vous, paix, amour, lumière, et voilà. J'arrête le live quand j'aurai trouvé mon bouton.